j'attaque ma 31e année d'enseignement. Et c'est vrai que ce que je vais vous présenter, c'est le savoir s'entraîner, c'est aussi un parcours. Il y a des moments où j'ai été acteur de terrain, et puis des fois j'ai été acteur à un autre niveau, soit dans l'élaboration des programmes, soit des barèmes référentiels, soit du développement effectivement de la CC5 à l'époque. Et c'est cet ensemble qui fait que c'est ce que je vous produis. Donc il y a des choses référencées, il y a des choses qui viennent de quelque part de mon vécu, hein, comme vous avez le vôtre, voilà, obligatoirement différents, mais avec des points communs. C'est ce qui va nous rassembler, j'espère. Voilà, alors il y avait donc voilà, il y avait une commande, j'ai essayé d'y répondre le mieux possible. Hein. Donc, illustration pédagogique avec élèves pratiquant la course de durée, donc la course de durée dans tous ses états. Voilà, CP1, CP5. Quand la commande m'avait été faite par Cathy, elle m'a dit il y a aussi la course d'orientation. Alors j'ai fait 2-3 diapos dessus, mais c'est pas là-dessous où j'ai le plus travaillé. Donc vous pourrez retravailler ça avec les interventions. Je vais vous dire aussi quand même, c'est que j'ai regardé votre programme et j'ai trouvé très très intéressant. Et c'est parce que je travaille demain tôt à Saint-Chamond que je ne reste pas avec vous cet après-midi, mais j'ai trouvé ça et je serai intéressé pour voir les productions qui vont être filmées. Voilà, je voulais vous dire qu'il y avait vraiment, les sujets sont vraiment, je trouvais intéressants et vraiment dans l'air du temps. Voilà, alors voilà comment je vais présenter mon intervention. Il y aura un bref historique des pratiques de course en EPS depuis 1981, parce que je pense qu'on ne peut pas se dire ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé d'aller jeter un coup d'œil de ce qui s'est passé avant, pourquoi on en est là. Voilà, c'est ça. On va avoir aussi, donc derrière, donc définition du savoir s'entraîner. Je ferai un petit élément, donc c'est une redondance, parce que le savoir s'entraîner à l'école, il n'est pas marqué, mais le savoir s'entraîner, c'est un travail qui est organisé et qui s'est développé au sein de l'école, et pas du tout dans le milieu universitaire. On verra pourquoi par la suite. Hein. Ensuite, c'est une aventure récente, on pourra le voir. Et puis les enjeux éducatifs du savoir s'entraîner, donc dans toutes les CP. On passera bien sûr aux illustrations pédagogiques, j'aurai l'occasion de vous en montrer 3, une avec de la vidéo, 2 avec des documents élèves. Et après, ben, je ferai voilà, un petit spécial et puis un petit plaisir personnel, parler un peu de la matrice disciplinaire, une matrice disciplinaire rénovée qu'on aurait pu penser, peut-être pouvoir voir dans un programme, c'est une part d'utopie dedans, hein, mais qui montre bien dans quelle direction on est, en tout cas, en quoi ce savoir centré me semble quelque chose de très porteur pour la suite de notre travail. Historique donc des... Alors on va commencer. Donc historique des pratiques de course donc depuis 1980. Alors déjà ça a été ancré, le travail, c'est un travail quand même important. Il a été fait dans un article que j'ai fait avec Raymond Delem dans le cahier PS CEDREF numéro 12. Voilà, je vous donne les références, mais je vais vous en donner une petite synthèse. Où on avait travaillé, c'était ça, 30 ans d'innovation et de pratique. Alors on peut définir différentes périodes. Hein. On a pris 80. Donc de 84 donc à 94, les 20 minutes de course, il y en a parlé tout à l'heure, une activité athlétique aux références incertaines. Alors déjà, avant de partir en 84, moi je fais un petit coup d'œil aux IO 67. Moi j'ai commencé à enseigner en 83, donc les IO 67 c'était la référence, donc on s'en souvient quand même bien. Et je suis allé jeter un coup d'œil derrière et dans le tableau de programmation. Et il y a quand même des mots intéressants qu'on peut relire. Hein. On voit les mots qui sont écrits dans les IO 67, hein. C'était donc il y a un certain temps. Fractionner l'effort, travail d'allure, notion de train, intervalle training, course avec régularité, footing, cross-country, course par équipe. Donc on voit quand même qu'il y avait des choses qui étaient marquées en 67, dont des fois on a l'impression de réinventer des choses, mais il y avait des choses qui existaient. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'était marqué dans les autres 67 que c'était forcément pratiqué. Hein. Il y a bien la différence entre les deux, mais n'empêche qu'il y avait quand même un moteur derrière. En 86-85, on a souvent dit que les IO, les programmes d'instruction de chevènement 85-86 en EPS n'étaient qu'un ressuscité de 67. Hein. Les EPS ne se confondent pas avec les APS qu'elles programment et qu'elles mettent en œuvre. C'est la même phrase qui était dans les autres 67 et dans les autres 85. Et bien là, on va voir des choses beaucoup plus light. Hein. On va voir caractère personnalisé d'entraînement, elle va apparaître une fois. Et puis après, on voit apparaître dans les autres 85 collèges, notion d'effort, apprentissage des aliments. Et ça reste là. Donc, comme s'il y avait cette idée que simplement c'était un travail un petit peu autre. Et en 84, ben 84 c'est la fameuse révolution des 20 minutes, c'est-à-dire que les 20 minutes, activité athlétique, performance uniquement, qui va avoir un effet boule de neige, on en a encore des restes, hein, ça c'est sûr, effet boule de neige sur les pratiques, parce que le pilotage en lycée se fait par l'évaluation. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, il y a un pilotage qui se fait, avec bien sûr des dérives, on sait qu'on en a plusieurs.
Et puis en LP, l'athlétisme obligatoire, c'était 20 minutes obligatoire. Hein. Donc au niveau de la course. C'était même pas un choix entre natation, gymnastique ou athlé comme au lycée. Donc on a ces 20 minutes qui sont ancrées. Donc en collège, on verra un peu plus de liberté, mais quelque part, la course de durée, elle est bloquée par cette évaluation de fin de cursus au niveau du bac. C'est pour ça que... voilà. Alors l'origine des 20 minutes, pourquoi 20 minutes? Moi je ne l'ai pas, hein, c'est peut-être une faisabilité, un temps. Le problème de ce pilotage, ces 20 minutes, c'est qu'il n'y avait que de la performance, et avec 12 km/h, vous aviez 20 sur 20. Donc on a vu, et moi j'ai même pratiqué, on ne faisait pas de cycle d'enseignement parce que les élèves avaient 20 très rapidement. Beaucoup d'élèves avaient 20 très rapidement. Donc c'est là aussi on a vu des parties de cycle. Moi j'ai commencé en LP en 84, on avait le contrôle continu, donc approche par compétence, déjà en 84. C'était du rouge, du vert. L'élève faisait ses 12 km/h, il était en vert, il faisait plus de course. Il faisait autre chose. Donc on voit bien que la construction de cycles continus, eh bien, elle n'était pas forcément toujours permanente dans ce cadre-là. Après, de 1994 à 2002, on a la course de durée. Donc on va avoir une diversification des pratiques en établissement. Parce qu'en 1994, on va avoir une sorte de petite révolution dans l'évolution du lycée. La course de durée n'est plus une APSA de base. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'APSA de base. Ça a été une véritable rupture de la représentation de la formation initiale des collèges. Sur les programmes collège 96, on voit apparaître les mots allure de course régulière, tableau de marche, test de terrain. Donc les tests de terrain commencent à apparaître. On verra tout à l'heure avec un travail fait par Véronique Billard pourquoi ça apparaît à ce moment-là. C'était le développement de l'entraînement le permettait. Et puis ensuite, sur les pratiques de course, il n'y a plus d'APSA prioritaire de base, mais les habitudes elles restent. Et le 20 minutes continue encore. Alors moins présent qu'avant, parce que plus obligatoire, mais on le voit toujours. En revanche, en collège, là on va voir plutôt une inventivité, des pratiques professionnelles qui vont s'ouvrir. On voit apparaître des courses de 30 minutes, des courses d'1 heure, cette idée de l'heure, hein, course horaire. On a tous les dispositifs qui font qu'à chaque minute, c'est plus l'élève qui a fini en premier s'arrête et voit courir les autres les plus en difficulté plus longtemps. Hein. Ça c'est quand on est une course à la distance. Il y a des modalités qui font qu'à chaque minute, tous les élèves repassent au même endroit, ce qui fait que ça, c'est les fameux, donc le papillon concours à la grecque, hein, qui certains ont peut-être connu dans les années 2002. À la fin de le carré magique, l'horloge, il y a plein, là il y a une inventivité qui se fera surtout en collège et peu en lycée, quand on regarde les pratiques qui ont été mises en place. Mais c'est toujours de l'athlétisme. C'est réduire le temps ou agrandir l'espace, et c'est toujours gérer et contrôler un potentiel pour essayer de l'amener au mieux de ses ressources mentales, biomécaniques et bioénergétiques. On est sur ce cadre-là. Ensuite, on va se retrouver en troisième période, 2003-2006, le quiproquo de la course de durée et de la course en durée. Alors le enduré, je rappelle, ça sera du côté de la CP5, et la course de durée plutôt de la CP. Alors là, je vais quand même donner 2-3 éléments. Dans les programmes CLIN 2000-2002, auxquels moi j'ai participé en tant que groupe d'experts, il n'y a aucune activité athlétique de course de durée CC1, et on voit apparaître, la compétence attendue apparaît à ce moment-là, c'est en 2000, on voit apparaître une compétence attendue. Les gens ont regardé de façon un peu en se demandant ce qui se passait. C'est, je vous l'ai dit, c'est moduler l'intensité de ces déplacements pour produire des effets immédiats sur l'organisme proches de ceux attendus. Et puis il y avait des propositions d'évaluation dans ces fiches-là, en dessous de la compétence attendue. Et il est marqué, à l'issue de séances courtes, réaliser 3 à 5 séquences de courses encadrées d'activités d'entraînement. Et les collègues PAC, ils ont dit, mais c'est de l'entraînement qu'ils nous proposent. Leur séance d'évaluation, c'est une séance d'entraînement. Et là, il y a eu un très gros quiproquo, parce qu'en 2000, la CP5 n'a pas été écrite encore, elle va être écrite en 2001. Et on va avoir un gros décalage sur l'année 2000, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, pour l'histoire, pour ceux qui sont dans les formations diplômantes, on dit souvent que les pratiques, les textes sont toujours à la traîne des pratiques. Moi, je reste convaincu que c'est un exemple qui montre que les programmes ont bousculé les pratiques et ont obligé les pratiques à se transformer, avec un projet derrière. Hein. Mais il n'empêche quand même que là, on ne peut pas dire sur les pratiques qui ait essaimé la CP5 dans les programmes de 2000, vu les incompréhensions qu'il pouvait y avoir dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir cette écriture de la CC5, et on va avoir, je vais vous en parler tout à l'heure, une sorte comment dire, de débat. Est-ce que la CC5, c'est quelque chose à part, ou est-ce que c'est simplement des techniques
d'étirement, savoir s'étirer, savoir se tonifier, savoir se muscler. Voilà. On a en gros le courant Colgerino et le courant d'Elem, j'en parlerai tout à l'heure. Et la réponse, elle a été versée du côté d'Elem en 2000. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va voir le document d'accompagnement en 2002 qui va parler, à un moment donné, de cette course en durée, en disant mais c'est pas les mêmes objectifs, hein, Isabelle en a parlé tout à l'heure, mais c'est toujours de la course, bien sûr. Et puis avec Marie Marion, dans la revue Hyper, en 2003, on va sortir notre premier cycle de course en durée qu'on a fait avec nos élèves. On avait commencé ça avec les élèves de l'EP. Donc, dans cette période compliquée de 2003 à 2006, on va avoir de l'intérêt par certains enseignants. On va avoir de l'incompréhension, de la résistance, de l'opposition frontale, du dénigrement, et ça dans différents espaces. L'espace institutionnel, hein, aussi, il faut le dire, hein, il y a des hyper qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce machin, hein. On va le retrouver au niveau professionnel, mais on va le trouver aussi au niveau syndical. Mais ce n'est pas bien bombardé. Becker, Guaran, ils ont envoyé quelques articles là. C'était bon, on a eu l'occasion d'en discuter. Chosnet aussi, hein, donc je suis très libre par rapport à ça. On a eu l'occasion d'en discuter par la suite. Et puis même par la formation initiale. Formation initiale, SPA-clé, mais c'est quoi ce truc qui arrive, quoi. Voilà, on ne comprend pas parce que ça a peut-être été mal expliqué. Une incompréhension en tout cas. C'est la période où moi, de 2003 à 2008, je vais dans 8 académies différentes, invitées, pour présenter ce que c'est. Des fois avec des collègues qui ensuite pourront la redévelopper, la remettre dans d'autres académies. Voilà, c'est pour vous dire que c'était un petit peu on se déplaçait bâton de pèlerin et puis on essayait d'aller un petit peu faire prosélytisme. Et puis on a la quatrième période, qui est une différenciation assumée, je pense maintenant, puisque la part des choses a été faite, sur cette fameuse course, qui n'est plus voilà, que simplement une course comme étant réduire l'espace, agrandir le temps, avec cette valorisation discutée de la CP5 qui va intégrer la course en durée. Vous savez que le programme 2010 nécessite quasiment d'avoir 2 cycles d'enseignement de CP5 en lycée. Alors certains ont dit c'est le moyen de bousculer les choses, c'est parce que l'institution l'a pris à bras le corps en 2008. Je vous rappelle que les textes étaient de 2000, le PNP je crois que c'est 2009 qui a eu lieu, il a fallu 8 ans à l'institution pour le prendre en charge, ça, quelque part. Et on va avoir 2 options qui vont s'ouvrir, soit une gestion de l'existant, avec l'idée bien sûr de l'optimiser au maximum, ça sera la CP1, soit une transformation d'un déjà là, avec l'idée de se faire advenir différent de ce qu'on est, mais dans une transformation, un objectif qui peut être totalement personnel et pas forcément orienté vers l'optimisation maximale de ses ressources énergétiques, biomécaniques et mentales. Mais en tout cas, l'optimisation de ses ressources, c'est sûr, mais pas les 3 ensemble. On a donc 2 ouvertures. Alors, à partir de là, moi je me suis essayé de regarder la CO, ce que ça pouvait donner, l'histoire pour qu'on se dise où on en est actuellement. Alors très rapidement, parce que je suis allé voir un petit peu, j'ai regardé la revue EPS comme étant pour moi un bon indicateur, un bon filtre, et j'ai regardé le nombre d'articles qui étaient sortis, à quelle période ils sont sortis et sur quoi ça portait. Alors très rapidement, puisque ça c'est un exercice militaire, et on a vu, on va voir que ça c'est né en Norvège, ça a mis du temps un petit peu en France pour arriver, et vers le milieu du XXe siècle, ça s'est beaucoup développé dans les années 30, avant-guerre et après-guerre, par le scoutisme. Et puis, en 1956, il y a eu le cross d'orientation qui s'est mis en place avec des articles dans la revue EPS. Et là, je vous ai mis un petit extrait parce que j'ai trouvé ça désarmant de nostalgie en termes d'écriture. Un footing de bonne aloi, voilà, doublé d'un aimable divertissement, hein, dans un cadre agreste. Hein, ça donne envie. Hein. Ne saurait cependant se passer d'une préparation physique et technique qui en conditionne l'intérêt. Donc on voit bien que la course, quelque part, c'est un moyen dans la présentation. On parlait tout à l'heure, je vais rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure. Et dans les années 60-70, c'est revenu en France par la pratique militaire. Le premier championnat international se fait par les militaires. Mais très rapidement, il va y avoir la pratique sociale qui va se mettre en œuvre. Et en 1977, c'est la fédération de CO qui va être autonome et qui va être connue. Et alors là, c'est très intéressant parce que moi j'ai découvert, de 70 à 80 dans la revue EPS, on a 8 articles, donc sur 10 ans quand même, hein, surtout, enfin il y en a 7 sur le premier degré, où l'interdisciplinarité est déjà discutée. C'est-à-dire que c'est le premier degré qui, si je le prends comme indicateur, il filtre la revue EPS, qui à mon avis est intéressant sur ce plan-là. Dans les années 81, revue EPS, surtout en collège, il y a très très peu d'articles de présentation qui ont lieu, qui sont en lien avec spécifiquement le lycée et l'ULP. Moi j'en ai vu qu'un seul. Hein. Et on va retrouver en 2010 de nouveau des articles en revue EPS, mais c'est pour les outils numériques, c'est une bonne information avec cet après-midi, hein, puisque vous allez travailler dessus. Outils numériques et CO.
où ça revient, parce que concours aussi, il ne faut pas se raconter l'histoire, parce que la dynamique... Mais on voit bien que quelque part, c'est le premier degré dans l'école et le collège qui vont les mettre en œuvre, mais surtout le premier degré et le collège. Alors ensuite, quel est le statut de la course dans la CO? Alors, ça c'est un document qui date de, je suis obligé de compter, 20 ans. Alors vous allez me dire, il n'a pas bougé, ça me structure toujours, oui, ça me structure toujours, voilà, je ne dis pas que... Voilà. Pour moi, alors c'est complètement personnel, mais c'est pour essayer de rentrer un petit peu dans ma façon de voir la course dans tous ces états. C'est toujours un dilemme entre se déplacer et s'informer, la présentation, tel qu'on l'a dit. Et ce dilemme-là, il va jouer en fonction, bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, des espaces dans lesquels on va être. On sait que l'optimum, c'est essayer de jongler sur les deux, de travailler les deux. Et quand on regarde l'objectif, c'est ce que nous on appelle... Alors, les termes, vous pourriez les changer, c'est ce qu'on a fait il y a 20 ans, vous pourriez les changer. Mais moi, il y avait quand même cette idée. C'est-à-dire que se déplacer sans s'informer, c'est pas de la CO, et que s'informer sans se déplacer, c'est rester sur place quasiment, c'est pas de la CO non plus. Et la course va être un des moyens de déplacement, mais pas le seul. Alors là, c'est global, parce qu'on pourrait quand même modifier ce texte-là. On va avoir le coureur unificateur, mais on va aussi avoir deux autres niveaux. C'est ce qu'on appelait, nous, marcheur approximatif et coureur approximatif. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui, globalement, sait que la balise, elle a pris des éléments, mais pas des éléments assez précis pour savoir, peut-être entre 2 ou 3 postes de travail proches, lequel on doit aller poinçonner. Mais globalement, on sait que ça se passe, voilà, on a lu une ligne directrice, on sait que c'est par là-bas que ça se passe, coureur approximatif. Il y a un autre niveau qui va être le coureur intuitif. Lui, il sait que c'est dans la bonne direction. On va avoir le coureur déboussolé, c'est-à-dire celui qui part dans la mauvaise direction. Il y a quand même des comptes rendus de concours CAPEPS. Hein, il y en a qui ont vécu. Ils ont vu des personnes qui se préparent au CAPEPS, qui la balise est dans cette direction, ils les voient partir à toute vitesse dans l'autre. Et le gag, c'est que 10 minutes après, ils reviennent à toute vitesse dans l'autre sens, parce que la balise n'est pas au fond, hein, elle est au bout du chemin. La première est très facile à choper. Hein. Sauf que le chemin n'a pas été pris dans la bonne direction. Donc on va appeler ça un coureur déboussolé qui, bien sûr, n'a pas de boussole. Bien sûr, c'est pas s'en servir. Mais on a quand même cette idée, regardez ici, c'est qu'on va se retrouver avec l'idée que dans le pôle se déplacer, s'informer, la course va être un moyen d'optimiser les résultats en tant que tel. Donc c'est intéressant, même si on sait qu'à un moment dans la CO, la course ne sera plus intéressante et que c'est la marche qui va nous permettre de pouvoir être plus efficace parce que moins fatigant sur le plan énergétique en tant que tel. Et puis on avait bien sûr isolé ici, vraiment sensible, le tricheur-marcheur et le tricheur-coureur qui n'est pas du tout autonome, mais qui pourtant, alors c'est toutes les stratégies que les élèves développent pour pouvoir trouver à moindre frais, entre guillemets, à moindre orientation. Donc la course reste un moyen de déplacement dans la course d'orientation, c'est pas que, hein, mais il en faut bien sûr si on veut pouvoir jouer dessus, mais la marche peut être aussi très intéressante en tant que telle. Hein. Il y a des moments où elle va être plus efficace que sur d'autres. Voilà. Sur les historiques de pratique de course. Donc on voit que c'est maintenant qu'on peut, tous ces états, CP2 a toujours été à côté un petit peu de la CP1, mais ça reste un moyen, et on pourrait dire quelque part que la course dans la CO se rapproche peut-être plus de la course en durée de la CP5 que de la CP1, où là on va vraiment optimiser au maximum cette idée athlétique de réduire l'espace, de réduire le temps ou d'agrandir l'espace. Ouais, c'est bon, d'accord. Merci. Alors, définition. On va se donner des définitions pour qu'on se mette bien d'accord. Donc l'entraînement, hein, là je vous laisse lire, processus qui vise à produire des effets. Être entraîné, c'est accepter de se soumettre à un état, à un processus d'influence. On entraîne nos élèves, les élèves se soumettent à un processus d'influence qui vise à produire des effets, bien sûr recherchés par la suite. C'est donc une intervention qui est sur soi, qui est pour soi, a priori c'est pour développer des compétences ou des capacités, acquérir des compétences, développer des ressources, mais c'est une intervention qui se fait par un autre, entre guillemets, c'est lui qui nous dit ce qu'on doit mettre en œuvre. Le savoir s'entraîner, ça va être un petit peu le retournement, c'est la capacité d'exercer sur soi-même un processus d'influence. Et là on a une bascule. On a une bascule parce que je suis mon propre pilote. Et pour être mon propre pilote, il faut quand même que j'accède à un champ de connaissances, mais de pratique, théorique, intégré, incorporé, le mot incorporé me va bien, moi, processus d'influence. Ces définitions, c'est Raymond Delem dans 2009-2010, un 2 cahiers du CEL de savoir s'entraîner. Alors il y a 2 fois 50 pages, mais il y a des choses très très intéressantes à prendre dedans, dessus. Voilà, des faits pour s'informer. Donc nous,
Le savoir s'entraîner, on est bien dans ce cadre-là. Une intervention sur soi, pour soi, mais par soi. C'est nous qui allons intervenir dans ce cadre-là. Alors, pourquoi le savoir s'entraîner à l'école, c'est une redondance? Alors, une intervention, Carrousel est intervenue il y a 3 ans avant qu'elle soit IG, et la question, c'était dans un colloque à Lyon, organisé par le SNEP, c'était l'entraînement et le PS. Et elle avait dit, actuellement, il n'y a aucun travail universitaire sur le savoir s'entraîner. Il n'y en a pas. C'est quelque chose qui s'est construit dans l'établissement, qui s'est élaboré, mais pas en dehors, pas dans le champ universitaire. Et moi, un jour, j'avais rencontré, on avait l'occasion de rencontrer Roger Bambuc, et je lui avais dit, mais on avait discuté de ce savoir s'entraîner, c'était à Paris. Et il m'a dit, ben, ce qui se passe, c'est que, j'ai dit, mais à haut niveau, comment ça se fait? On essaie d'optimiser au maximum les choses, comment ça se passe, savoir s'entraîner? Il m'a dit, le problème, c'est qu'il faut 2 éléments. D'abord, il faut, premier élément, un athlète qui accepte de, quelque part, prendre de la distance par rapport à ce qu'il fait, et sortir de sa bulle d'entraînement, de compétition, et quelque part de vouloir prendre du temps, parce qu'il me dit c'est du temps, de la réflexion sur comment moi je peux me piloter. Et il dit il y a beaucoup d'athlètes, ce qui les intéresse quelque part, c'est qu'on leur dise ce qu'il faut faire, se détacher de cette tâche-là pour se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Il dit donc c'est une posture déjà de l'athlète, qui veut aller voir plus loin et remettre en cause les choses. Et puis il dit la deuxième chose, c'est qu'il faut un entraîneur qui accepte de lâcher son savoir, quoi. Et il me dit à haut niveau, c'est le moyen d'en vivre. Donc, dire comment donner de laisser-détermination à cet athlète, c'est quelque part perdre du pouvoir. Et ça revient à ce que tu disais, Isabelle, tout à l'heure, le principe de dévolution du savoir. Dans le savoir s'entraîner, quelqu'un, à un moment donné, ou des personnes, ont dévolu leur savoir pour qu'ensuite on puisse se l'accaparer, se l'intégrer, se l'incorporer et le réutiliser. Et il dit à haut niveau, c'est très rare qu'on a les deux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail qui s'est fait dessus. Sur le savoir entraîner, on a plein de choses, hein. Les aspects psychologiques, cognitifs, sociaux, de l'entraînement, il n'y a aucun problème. La relation, entraîneur, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais pas sur l'organisation. Voilà. Ici. Alors, pourquoi j'avais mis l'entraînement et une part de culture? C'était simplement un petit... J'avais récupéré chez Véronique Villa un élément. Là, je vais peut-être prendre... Ouais. Vous m'entendez au fond? C'est bon pour l'instant? Pour l'instant, parce qu'à la rumeur montera, je reprendrai le micro. Voilà, je vous explique pourquoi j'ai mis ce tableau, parce qu'il est très intéressant pour montrer que là, vous avez des techniques d'entraînement à droite, et vous avez des concepts scientifiques relatifs à la physio. C'est Véronique Villa qui fait ce travail, j'en ai fait une synthèse simplement. Et on voit des choses que moi je trouve très très intéressantes. Parce que, par exemple, vous regardez Zatopek, qui courait entre les deux, à mon avis, dans les 2 seuils lactiques, parce que on n'a pas, je n'ai pas les données de Zatopek concernant sa VMA, mais on peut imaginer que quand il est à 16 km à l'heure, il est au seuil lactique 2, donc à mon avis, il courait 100, vous savez, il était connu pour son travail énorme, 100 fois 400 mètres quand même, hein. En une 30, ça fait du 16 à l'heure. C'était en 1950, et c'est en 79 que le seuil lactique est parfaitement identifié par Farrell. Ça veut dire qu'on voit que regardez déjà, le fractionné Kolemainen en 1912, déjà 10 fois 1000 mètres allure de compétition. Ça veut dire qu'il y a des techniques d'entraînement qui ont été en avance sans avoir le support physiologique qui permettait de les exploiter, de les mettre en œuvre. Regardez Lydiard en 1960, il fait du court, du 15-15, 15 secondes à 100% du VO2 max, puisqu'il est identifié en 1927, le VO2 max, on connaît. Et 15 secondes à 50% de VO2 max, c'est de la récup, c'est du 15-15. Vous auriez pu faire du 30-30 en tant que tel. Hein. Ça veut dire que là, on va se retrouver avec 1960, seuil anaérobie ventilatoire identifié, mais il est déjà sur du court, il y a déjà un travail qui est très important sur les tests de terrain, et ils se rendent compte que ce court va permettre de pouvoir augmenter sa consommation maximale d'oxygène. Et ce qui va être décisif dans nos pratiques, et pour ça que j'ai mis en bas, c'est le travail de Léger, qui est l'équipe canadienne qui, en 80, met en place, alors c'est le maximum progressif, un test navette, et puis après c'était en course progressive, mais c'est un test progressif, le navette, où on va pouvoir tester le terrain et ils vont faire le lien entre la consommation d'oxygène et la vitesse maximale aérobie avec des tables, notamment dans le navet. Et c'est ça qui a permis ensuite, à partir de 83, Cazorla l'a récupéré, l'a retravaillé. Alors moi, c'est l'avantage, j'allais dire, de l'ancienneté, mais j'ai la cassette avec la voix de Léger et son accent canadien, et qui fait que... Alors je la garde, je ne peux plus la lire, mais je la garde quand même. Voilà. C'était des copies, bien sûr, voilà, 84, 85. Elle s'était arrivée par Cazorla, d'ailleurs, dessus. Et là, on va vraiment avoir à ce moment-là quelque chose. Alors c'est pour ça, la VMA, on peut y réfléchir dessus en tant que tel. Mais
Sans vouloir paraître trop conservateur, c'est un élément, à mon avis, il faut qu'on retravaille dessus, mettre les tests le plus possible, voir comment pas perdre de temps dessus, pour pas que ça coûte, et savoir s'en détacher, mais pas forcément... S'il y a une autre manière qui permet d'être plus efficace que celle-ci, alors ok, on le lâchera. Mais moi, j'en suis personnellement pas encore convaincu. Après, sur les tests, on peut très bien imaginer autre chose. Voilà. Actuellement, moi, j'ai passé par pas mal de tests, je suis au 36-24. Le 10 x 36-24, 36 secondes de course, 24 secondes de récupération, et on va avoir, à mon avis, une estimation de la VMA qui m'évite de la sous-estimer. Voilà. Avant, je faisais du progressif, hein, j'ai même fait du navette. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir arriver le lactique dans les bras ou les jambes, il s'arrête. Quelqu'un qui a l'habitude, il ira un peu plus loin, il va récupérer un ou deux paliers. Voilà. Il y a une grosse différence dans l'habitude de nos élèves. Peut-être qu'un test, effectivement, ce n'est pas le premier jour de l'année où on le fait. Voilà. Mais c'est pour vous dire que 83, dans nos pratiques professionnelles, ça a été un tournant par rapport aux connaissances physio et par rapport à la mise en place. Voilà. Alors, les bibliographies de ce qui va suivre, eh bien, c'est Raymond, et puis bon, voilà, je l'ai cité deux fois, c'était sur le savoir s'entraîner, puisque j'ai d'abord travaillé sur le savoir s'entraîner en CP5, et après je me suis dit, mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse ailleurs. Là, je me suis centré sur, je l'ai fait même en CP4, en boxe française, actuellement, mais bon. Alors, première chose, le savoir s'entraîner, il est absolument inscrit dans aucun texte programme. Déjà, il faut le savoir, on en parle, hein, mais ce n'est pas inscrit. Quand vous regardez la CP5, réaliser et orienter son activité en vue de développement de soi, le savoir s'entraîner n'est pas inscrit en tant que tel. Alors, orienter, ça veut dire que la personne se pilote, en vue d'eux, elle a un projet. Donc, elle se pilote, c'est elle qui se pilote avec un projet. Donc, il va peut-être falloir, le savoir s'entraîner, va bien sûr bien rentrer dedans. Mais ce n'est pas écrit. Dans les compétences attendues, de niveau 3, 4, 5, vous ne verrez pas le mot savoir s'entraîner. Idem dans les fiches ressources. En revanche, dans le document d'accompagnement lycée tome 1, CNDP 2002, vous avez les ASDEP écrits par Raymond Delem, et là il va développer le projet. Le problème qu'il y a eu, et ça a été le domaine du quiproquo, c'est qu'on s'est retrouvé avec un texte 2001 où on parle de quelque chose que personne ne connaît vraiment, et le texte explicatif, il vient un an après, en 2002. Et c'est là où il y a eu un gros malaise dans la profession, en se disant, mais qu'est-ce que c'est dessus? Et il va parler des ASDEP, les activités scolaires de développement et d'entretien physique, pour bien montrer que ce qui rentre à l'école va être nécessairement transformé des pratiques sociales qui sont en dehors de l'école. Donc le savoir s'entraîner est présent en filigrane, il est associé à la CC5 et la CP5. Orienter, c'est se piloter dans un projet, avec un projet, mais il n'est pas écrit en tant que tel. On va le voir apparaître dessus. Mais c'est de l'école. Il n'y a pas d'autres références qui vont se faire en dehors de personnes qui ont écrit en tant qu'acteurs ou théoriciens au sein de l'école. Et c'est vrai que Raymond a écrit beaucoup de choses dessus, et ça, il faut quand même... Alors, une aventure récente, là, on va parler un petit peu sur la partie histoire pour voir pourquoi on en est là. Eh bien, l'expérimentation, elle est partie en 86 en collège, et c'était mes rangs d'élèves. C'est pour ça aussi, quand le SNEP a critiqué très violemment ces formes qui font simplement, qui n'étaient pas de culture, entre guillemets, bon, Méran était l'instigateur. C'était une expérimentation pluridisciplinaire, avec de la technologie, le début des mathématiques en 86, SVT et EPS. Et les élèves commençaient à se construire des entraînements à partir d'un certain nombre de connaissances. Et ça s'ancrait bien sûr dans l'éducation pour la santé, en tant que telle. C'est donc en 86, ça dure 3 ans, c'est Jean Moulin au Verviers, et après, ben, comme tout enseignement pluridisciplinaire, il suffit qu'un collègue s'en aille, et ainsi de suite, il y a moins de support, il y a moins de moyens, il faut du temps. C'est une bonne réflexion pour les EPI qui vont arriver. Un espace, bon, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut que ça puisse perdurer et que ça puisse se pérenniser. Et puis on voit apparaître dans les pratiques professionnelles de LP, depuis 90, et moi j'y suis sensible parce qu'il existait à Lyon un réseau LP, les collègues de LP s'étaient réunis en réseau, et on voyait apparaître des pratiques comme ça, dites d'entretien, qui n'étaient pas du tout dans les textes, hein, qui, quand les hyper venaient, ben, on ne le disait pas, ou on le disait si on savait que l'hyper était quand même enclin à ce type de pratique. C'était plus ou moins masqué, il n'y avait pas le projet d'entraînement, mais il y avait cette idée de développer par rapport à le souci, à l'intérêt de l'élève. Ben moi, j'aimerais bien casser un peu la perf et faire autre chose. Et là, les collègues de LP, et notamment, moi je me souviens du collègue Ginatex Braya, qui a travaillé d'ailleurs sur les fiches de référentiel, notamment STEP, qui était prof de LP et qui travaillait dans ce cadre-là, avant les textes, ce qu'on appelle des îlots innovants, voilà, qui étaient dans ce cadre, qui n'étaient pas structurés comme le savoir s'entraîner en EPS, mais il y avait déjà quelque chose là. Collègues de LP, filles, en priorité. En tout cas, à Lyon, on peut en voir des traces dans leur relevé de travail. Et puis, un programme que personne ne connaît,
à part normalement ceux qui travaillent dans les classes préparatoires aux grandes écoles, en 98. Il y a un programme qui existe, hein, il est d'avril 98, et il y a une personne qui rentre, c'est Raymond Delem, et il essaye de vendre quelque part, de faire rentrer ses ASDEF. Et il peut le faire. Il peut le faire parce que je vous rappelle que le mal-être des élèves de classe prépa existe, et il l'a quelque part, entre guillemets, vendu, parce que ça a été très bien fait. Il s'est dit, mais les élèves sont sur des cursus de stress, de compétition en classe prépa, donnons-leur un espace, ils vont pouvoir travailler, se transformer eux-mêmes, sans pour autant avoir un référent externe, qui est la moyenne de la classe, qui est la classe 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est rentré dans les programmes 98. Mais vous pensez bien que ça concentre qu'une petite personne, très peu de personnes. Et puis vous allez avoir la CC5, obligatoire en lycée en 2001, vous imaginez, obligatoire, alors qu'il y a plein d'établissements qui ne l'ont pas eu. Enjeu de l'écriture de la CP5 lors du groupe d'experts plein, et un programme qui va lancer les pratiques. Pour moi, c'est en tout cas un élément d'analyse. Alors oui, donc j'ai le souvenir, effectivement, là c'est la personne qui se rappelle qu'il y a un moment, qui n'a pas perdu toute sa mémoire. En 2001, c'était en juin, c'était à Vichy, il fallait écrire cette CP5. Et là, il y avait deux courants. Il y avait Cogérino, qui elle, pour elle, était sur des techniques du savoir s'étirer. D'ailleurs, elle a fait son bouquin avec d'autres collègues, d'ailleurs, un dossier EPS, jaune, c'est le 27, je crois. Savoir s'étirer, savoir se tonifier, savoir se relaxer, et ainsi de suite. Donc on était sur des techniques qui étaient autour des activités physiques, avant ou après. Et il y avait le projet de Raymond qui tâtait de mes rangs et qui disait, si on fait rentrer ce type d'activité et qu'on ne les structure pas autour d'une acquisition importante à l'école, même des valeurs d'école, eh bien on va ne faire que du ressucé des pratiques sociales. On va refaire du gigotage. Et il s'est dit, il faut que ça soit le moyen, comme les élèves vont pouvoir faire des choix, le moyen pour les élèves de rentrer dans le savoir s'entraîner. Et c'est pour ça que c'était complexe aussi, parce que c'est pas simplement. C'est pour ça que derrière ce savoir s'entraîner en CP5, qui a commencé par là, toutes les critiques qui ont été faites en disant mais vous ne faites que, en gros, vous allez privilégier et donner à manger au marché de la forme, ça a été écrit, Guaran l'a écrit, c'était complètement faux parce que ce n'était pas lu à l'intérieur. Il n'y avait pas eu qu'est-ce qui se passait dans nos pratiques. Il fallait aller voir dans nos pratiques, il fallait voir ce qui se passait. Et le cœur, c'est bien sûr la dévolution des savoirs de la part d'enseignants. J'accepte de remettre une part du savoir aux élèves. Voilà. Donc on a bien, il y a eu des enjeux à un moment donné, il y a des tournants qui font qu'à un moment donné, ça va dans un sens. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit dans un texte programme en 2001 que ça a essaimé 10 ans quand même. 10 ans pour que l'institution, et sur l'institution générale, le prenne en charge avec Michel Volonda, Bernard André, et que les PNP se construisent et se mettent en œuvre. C'était en 2000 à laquelle Isabelle participait, c'est de 2008 ou 2009, non, 2010 peut-être même. 2010. 2010, voilà, 10 ans dessus, en tant que tel. Voilà, des formations académiques au coup par coup, donc c'est vrai que j'ai été invité à un certain nombre d'endroits, d'autres collègues aussi, mais on n'était pas si nombreux que ça quand même. Au doublement quasi obligatoire du lycée en 2010. Voilà. Alors moi au départ j'étais contre ce doublement obligatoire, en tant que personne, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que c'était en plus, et finalement, voilà, je pense que c'était pourquoi le faire deux fois, peut-être qu'il fallait le faire pour qu'ensuite ça soit de nouveau ouvert, on verra par la suite. On pourra en discuter après. Voilà, savoir s'entraîner, donc se construit dans l'école avec la CC5. Et le savoir s'entraîner se construit quand l'EPS accepte de prendre en compte les 3 mondes de Tribala. Alors pour moi, c'est quelque chose qui me structure. Ça me structure, pour moi, il y a toute l'histoire de l'EPS dedans. Vous allez me dire, il voit des trucs là, on ne sait pas où. Pour moi, il y a l'histoire de l'EPS et il y a même le devenir de l'EPS. Alors je vous en dis 2 mots simplement. Tribala dit finalement, les classifications, il y en a toujours eu. Il dit il y a 3 grands types de classifications qu'on peut récupérer. Le monde du sport, ou des activités codifiées, compétitives, organisées. Vous avez le monde de l'art, parce que c'est quand même une spécificité, cette zone de création, le fait où on va inventer quelque chose qui n'existait pas du tout. Et puis, le monde de la condition physique. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'histoire de l'EPS, et ça sera les derniers éléments historiques auxquels je fais référence, on se rend compte qu'à partir des années 50-60, le monde du sport, il est omniprésent, c'est la place, il prend toute sa place. Le monde de l'art tape à la porte, se fait difficilement intégrer dans le monde du sport. Nick Davis a assez écrit là-dessus, notamment sur le 9e groupe au GTD, pour qu'il rentre. Ça a été des APEX, activités d'expression, puis après ça a été des activités où on va pouvoir être vraiment sur la création. Donc le monde de l'art y rentre, difficilement. On voit encore que le nouveau programme va peut-être poser un souci. Le champ d'apprentissage, c'est acrobatique ou artistique. Donc voilà. Mais bon,
à voir derrière. Mais toujours est-il qu'il y a quand même cette idée, le monde de l'art, et il y avait un monde qui représente 80% des pratiques sociales du temps moderne, du temps actuel, à l'extérieur de l'école, qui ne rentrait pas dans l'école. C'est comme si, quand on veut, on va le voir tout à l'heure, le patrimoine culturel, on doit faire une sélection dans le patrimoine culturel pour que les élèves soient avertis pour pouvoir ensuite le faire évoluer, et bien il y avait une part importante de ce patrimoine culturel qui n'était pas pris en charge par l'école. Et le monde de la condition physique, le savoir s'entraîner, en rentrant, donc en étant intégré dans les ASDEP, donc au niveau de l'école, va permettre de pouvoir faire entrer le monde de la condition physique pour préparer les élèves à ces pratiques extérieures. Que ce soit à la S, que ce soit en pilotage extérieur. Donc c'est pour ça que les trois mondes sont importants et ça rentrait. Et moi je reste persuadé que le troisième monde, le monde de la condition physique, devrait pouvoir rentrer dans le collège, sous certaines conditions, à un certain moment. Je vous rappelle quand même qu'il y a à peu près 8% des élèves de collège qui vont terminer leur scolarité, qu'on va voir passer en maison familiale et rurale, en apprentissage, où il n'y aura plus de PS, et ils auront, à 16 ans, dans le cadre du socle, ils n'auront pas été en lien avec ce pilotage personnel. C'est pour ça que moi je pense qu'il y avait sa place dedans. Je rappelle quand même que la première la première interrogation, ça a été fait, la première mise en œuvre, c'est 86 en collège. Voilà, dessus. Mais ça c'est une réflexion, ça n'a pas été retenu par le nouveau programme, mais bon, moi je continue à la voir. Il y avait une place à prendre de la condition physique, peut-être pas doublée, certainement pas, mais en tout cas il y en avait. Alors, les enjeux, je vous laisse lire, hein, l'entraînement. Je vais me dire, mais l'entraînement, pourquoi on va le mettre au cœur, quelque part, à un moment donné, de projets éducatifs? Je vous laisse lire. Donc là, c'est l'entraînement. Mais si je sais m'entraîner, j'accède à ça. J'aime bien le terme se développer. Se développer, littéralement, c'est sortir de l'enveloppe. Sortir de son enveloppe. Et cette idée, elle est là derrière. Le développement, dans le savoir s'entraîner, il y a un développement de soi. Je sors de mon enveloppe, je vais aller visiter autre chose, des choses différentes. C'est toujours moi, mais tirer quelque chose en dehors de son équilibre. C'est instable, bien sûr. Mais on est vivant dans ce cadre-là. On est bien d'accord. Alors, pour moi, le savoir s'entraîner, il est entre deux axes, hein, la santé et la culture scolaire. Alors la santé, très rapidement, parce qu'on va pas... Donc silence des organes, début du siècle, le maintien d'un capital, c'est 46, c'est CPS, et puis un état de bien-être, donc c'est un état, la santé c'est un état, donc on verra un état. Et puis les derniers travaux qui datent de 2000, maintenant 2000-2010, les travaux de Perrin, les psychosociaux, Castillo, c'est que c'est une conquête. Maintenant, la santé, ça doit être une conquête permanente. On n'est pas, t'es en bonne santé, ah bah c'est bon maintenant, tu peux, tranquille, tu n'as plus rien à faire. Non, non, c'est une conquête permanente la santé. Alors dans le nouveau programme, on voit apparaître le souci de bonne santé. Alors quand ça devient un souci, c'est encore une autre façon de voir les choses. Mais ça, c'est une analyse, un filtre que je mets. Hein. Quand c'est le souci du vivre ensemble, c'est qu'il y a une urgence. Sûr. Et puis ça devient un souci. Ce n'est pas quelque chose de souci et rarement émancipateur. Hein. En tout cas, on va essayer de le lever. Donc c'est pour ça que le terme, moi, me gêne un petit peu dans le nouveau programme, le terme de souci, dans le programme EPS de cycle 3 et de cycle 4 du niveau. Mais conquête permanente. Et c'est pour ça qu'on passe d'une éducation à la santé, c'était les années avant 2000, on éduque à un état. La santé, c'est un état. Donc une fois que je suis arrivé au niveau de santé, c'est bon, je suis en bonne santé, tranquille. Pour la santé, c'est que c'est sans fin. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tire, voilà. Et Bury l'écrit très bien, hein, et c'est à la conception des psychosociaux des années 2000-2010. La santé, c'est augmenter son autonomie, quelque part. Pour pouvoir se piloter, faire des choix pour manger, faire des choix pour se protéger, pour récupérer, et ainsi de suite. Et donc le savoir, toujours au cœur. Voilà, les informations. Et donc le pouvoir d'agir de soi et le pouvoir d'agir avec d'autres pour changer aussi les choses si on le souhaite. Enfin. Donc en EPS, c'est un résumé, on pourrait faire une heure là-dessus, hein. C'est prendre du plaisir, on sait que c'est, la Perrin l'a bien dit, hein, le devoir d'agir plutôt le plaisir de partager. C'est du partage, on sait que la santé est aussi psychosociale. Développer des ressources, vivre un processus d'évolution du savoir, puisqu'il y a le partage du savoir, et faire des choix personnels et les assumer. Puisqu'il y a cette idée qu'on se pilote. Donc on voit déjà que le savoir s'entraîner, il y a des choses qui sont en lien. Mais c'est une conception de la santé qui... Culture sociale, culture scolaire. Alors, je reviens à quelque chose d'un peu plus philosophique, c'est la dialectique de l'éducation. Alors, il y a Anna Arendt, qui est une philosophe écrivaine, hein,
qui est passée, bon, elle était passée par les camps de concentration en tant que juive, et elle a beaucoup écrit sur l'éducation parce qu'elle s'est posé la question, alors en dehors de sa thèse sur la banalité du mal, qui est quelque chose qui est permis à discuter, elle a beaucoup pensé à l'éducation, et en disant, mais qu'est-ce qui fait qu'on devienne comme ça, quelque part? Et elle a dit quelque part que, et on peut le reprendre, pourquoi c'est une dialectique? Parce qu'on a une mission de transmission et une mission d'émancipation. Ça veut dire quoi? L'école, elle doit transmettre une part du patrimoine culturel qui existe maintenant, pour que la société puisse se reproduire derrière et puisse perdurer. Le problème, c'est que si on donne un enseignement qui bloque les choses, la société ne peut plus évoluer. Et quand elle n'évolue plus, alors on va essayer un bénéfice, ou si on n'est pas content dans le sens où elle est, comment la faire évoluer plus favorablement? Eh bien, il faut que dans ce qu'on transmette aux élèves, il y ait les germes qui leur permettent de pouvoir transformer ce qui est actuellement. C'est pour ça que c'est dialectique. Parce qu'on doit transmettre du fond culturel, de la culture, des choses importantes que la société, que les hommes et les femmes ont construit, et en même temps, on doit leur donner les éléments qui vont pouvoir leur permettre de transformer ce qui existe vers quelque chose, peut-être, on le souhaite, en tout cas, de meilleur de ce qui se passe actuellement. Donc c'est ça, on est sur les deux en réalité. On ne peut pas dire, voilà, ben, il y a ça à prendre, terminé. Donc, la dialectique, c'est pour ça qu'elle dit que c'est compliqué, en tant que tel. C'est qu'on doit être sur ces deux champs. Donc on doit, dans nos enseignements, laisser une part d'esprit critique aux élèves, dans les limites de règles éthiques qu'on a vécues à l'école. Mais on doit leur permettre d'avoir cet esprit critique, cette possibilité de modifier les choses, de les influer, de les changer, pour qu'ensuite, quand ils soient citoyens, ils puissent les bouger et qu'ils aient l'habitude de pouvoir agir. Si pendant toute leur scolarité, ils ont été qu'entraînés, entre guillemets, fais ce que je te dis, ça va être difficile, une fois qu'on sort, de se dire maintenant, je vais essayer de le faire par moi-même. Donc on est dans ce cadre-là. Bon, entendre. Alors, la culture sociale, ben, c'est les biens hérités de nos ancêtres. Et là, le fonds culturel, on va en parler tout à l'heure, c'est une sélection du patrimoine culturel. C'est une sélection, on ne peut pas tout. L'école fait des choix. Voilà. En tant que tel, on va prendre ça, ça et ça, et puis ça, on va le laisser. On a bien montré, Ébrard a très bien montré, que l'art du bouquet qui s'entraînait dans les années 30, ça n'existe plus maintenant à l'école. Parce que ça n'a plus d'intérêt de développer, d'apprendre l'art du bouquet. Alors que ça avait encore un intérêt social à l'époque où ça avait été fait. Le fonds culturel, je vous en parlais tout à l'heure dans le cadre d'une pratique sportive, donc vous verrez que pour nous, c'est trois composantes, un mobile d'agir, les mobiles d'agir, une motricité spécifique et un rapport à autrui. Et si on a ça, eh bien on peut dire qu'on est dans le fonds culturel sans pour autant copier la pratique sociale dessus. Et la culture scolaire, eh bien, ça sera ce fonds culturel, ce qui doit être l'ancrage de culture que tout élève doit acquérir, parce que c'est aussi les hommes et les femmes qui l'ont construit. Mais ça doit être associé aux valeurs de et à l'école. Valeurs de l'école, alors les valeurs à l'école, c'est les valeurs traditionnelles, l'égalité. Les valeurs de l'école, il y a un philosophe, Guillot, qui était d'ailleurs sur Lyon, qui l'a très bien développé en disant il y a des valeurs, si l'école elle n'est pas dessus, la société ne va pas forcément récupérer ça. L'égalité, on en parle dans la société, on parle de fraternité de plus en plus en raison des moments douloureux qui se sont passés. Mais par exemple, le principe de compensation ou d'équité, l'école, elle est au cœur de ça. Si nous, on ne le fait pas, il y aura un vrai souci. On sait que l'égalité garçon-fille, elle va se construire évidemment au cœur de l'école. On ne peut pas passer à travers, parce qu'à l'extérieur, il y a de tels stéréotypes qui sont bombardés et conceptions que ça va être très difficile de faire sa trajectoire tout seul. Donc on a des choses qui sont quand même spécifiques à l'école dans ce cadre-là. Eh bien, le savoir s'entraîner, et je finirai sur les aspects un peu plus théoriques, eh bien, c'est à la rencontre de la santé et de la culture scolaire. C'est pour ça qu'on peut le justifier en tant que tel. C'est une conception de la santé qui est une conquête, qui n'est pas... voilà. Et dans les institutions, faire des choix personnels assumés. Et la culture scolaire, eh bien, c'est des valeurs. Un rapport structurant aux autres, c'est-à-dire que l'autre, c'est pas simplement celui qui m'embête, celui qui me gêne, c'est celui qui va m'aider. Je dois concevoir, réguler, je l'autodétermine. Une éducation sensible aussi, voilà. Et un projet de transformation de soi, on doit se transformer au sein de l'école. On est dans ce cadre-là. Vous aurez de toute façon, le diaporama, vous l'aurez, il n'y a aucun souci. Ça, je pratique. Alors voilà, le savoir s'entraîner dans le milieu scolaire, eh bien, c'est deux questions que pose Raymond Delaine. Je les prends parce que moi, je les trouve très claires. Une marge de liberté, parce qu'il faut être lucide aussi. Et nous, on s'est fait ça quand on entend des choses. Et est-ce que je peux changer ça et ça? Ben non. Ou ça va être très long. Et puis ça demande une autre façon de faire, ainsi de suite. Et puis génétiquement, ça va être difficile dessus.
se faire advenir. Peu ou prou, hein, en toute lucidité. Et là, on n'a pas à leurrer les élèves. Parce qu'on a des questions hein, sur les régimes, sur pour faire ça et pour changer, ou même pour gagner. Hein, on a ça tout ça. Voilà, donc s'entraîner, c'est ça finalement. Hein. Et là, le savoir s'entraîner, il va dépasser la CP5, puisque c'est réguler son entraînement pour un motif d'agir en lien au fond culturel de l'activité pratique. Je dois pouvoir m'entraîner pour être plus efficace en course de durée. On va passer aux illustrations pédagogiques. Maintenant qu'on a vu ce cadre hein, un peu historique, pour bien mettre les lignes. Alors, je vais vous présenter 3 illustrations pédagogiques vécues en tant qu'enseignant, bien sûr, hein, là, dans mon établissement. Une en locomotion de durée, ben oui, elle est en fauteuil. Alors on va appeler ça de la course, on va appeler ça quoi? De la marche, non, même si on voit qu'elle va servir de ses pieds à un moment donné. Locomotion de durée, c'était le premier geste, le premier terme qu'avait utilisé Raymond Delhaize. Vous savez, jugé trop complexe, donc on le garde. Mais en situation de handicap, où on va voir qu'il y aura du savoir s'entraîner pour elle. D'ailleurs, c'est à partir de cette expérience-là que j'étais convaincu, moi, qu'on pouvait effectivement le viser pour les élèves. Pour tous les élèves, après c'est une question de temps. Et plus ça va, plus je me dis qu'un trimestre pour faire une APS, j'aimerais bien avoir un semestre. Voilà, on veut dire si on veut vraiment se mettre dedans. Puis j'ai l'impression que quand j'aurai un semestre, je ne l'aurai peut-être jamais, et ben ça sera. Je peux le faire avec les élèves d'option. On a l'EPS de complément EPS. Sur la boxe française, ils ont un semestre avec moi. On peut se poser sur le savoir s'entraîner. Il y a 12 semaines, il y a 12 fois 2 heures, il y a de quoi faire. Mais il faut du temps, ça c'est sûr. Course 15 minutes, 3 allures, donc c'est une spécificité de chez nous, hein, vous verrez, je vais vous la présenter. Et puis en course en durée, CP5, élève de terminale, voilà, il y aura un certain nombre de choses. Et puis, alors, les principes du savoir s'entraîner. J'avais fait des étapes à une époque, 9 étapes, puis après 8, 6. Vous pouvez en avoir 4. J'ai vu que dans certains collègues réaménagent les choses, disent qu'il y a 4 principes, et ainsi de suite. Moi j'en ai vu 6. Des principes, pourquoi et pas des étapes? Parce que c'est pas je fais la première, puis après je vais la seconde et la troisième, puisqu'il y a des choses qui tournent en boucle. Je vais être de plus en plus fin dans la régulation de mon entraînement, c'est un principe, arriver à réguler. Donc d'abord ça va être global, et puis après ça va être plus précis. Donc déjà il faut, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le nerf de la guerre, c'est se définir un projet de transformation en lien à la compétence propre à l'EPS que l'on sollicite. Je suis resté sur les CP. Ça veut dire que si je suis en sport co et que je veux développer un savoir s'entraîner, eh bien mon savoir s'entraîner, ça va être de toute façon pour marquer plus de buts que l'adversaire. Sinon, je ne suis pas en lien à la compétence propre de l'EPS. Si je suis en course de durée, ça va être pour agrandir l'espace ou diminuer le temps. Et m'engager pleinement dans l'activité. Donc on est bien dans cette idée. Si je suis en CP5, savoir s'entraîner pour soi, pour le bon usage de moi, dans une ressource que je souhaite développer chez moi, qui ne sera pas forcément la ressource du camarade. On doit se définir. Si on n'est pas convaincu, l'élève, on en a un, qui en activité d'opposition ne sont absolument pas dedans, ils disent mais je vois aucun intérêt à essayer de le battre en badminton, ça ne m'intéresse pas, le savoir s'entraîner n'existera pas, puisqu'il doit être piloté en lien avec l'activité. On n'est pas là pour dévoyer quelque part ces activités. Hein. Parce que c'est quoi les champs d'apprentissage, les CP, c'est une classification de type anthropologique. Hein. C'est des grandes catégories, quelque part, d'activités qui ont été rassemblées, que les hommes et les femmes ont construit, sédimenté, développé, certes, mais qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas la condition physique, elle est arrivée dans le CP5, mais c'est ça en réalité. C'est pas autre chose qu'une classification de type anthropologique. Le deuxième principe, c'est que pour pouvoir avoir un projet de transformation, il faut savoir où on en est. Où j'en suis en boxe française. Je prends un exemple volontairement en dehors de la course. Je veux développer quelque chose dans ma façon d'attaquer ou de défendre, mais j'en suis où dans mon rapport à l'autre, dans ma gestion du rapport de force? Où j'en suis en course? Donc il faut qu'à un moment donné, on puisse identifier son niveau de ressources initiales. Quand je dis ressources, c'est très large. Hein. C'est biomécanique, c'est mental, c'est bioénergétique, que je souhaite transformer. Donc il faut des outils pour que les élèves puissent savoir d'où ils partent. Et surtout, pour que ça soit lucide, leur projet de transformation. Pour que ça soit lucide. Il ne faut pas non plus les leurrer en tant que tel. Donc ça va être des éléments qui vont être incontournables, qu'on va placer, sur lesquels on va peut-être revenir pour repréciser son niveau de ressources dans le cycle, si on a le temps, son temps d'enseignement. Ensuite, il y a un principe hyper important, ça va être choisir des charges d'entraînement en étant éclairé par des connaissances sur l'entraînement. Si mon objectif, c'est à un moment donné de développer ma puissance aérobie, il va falloir que je puisse choisir des charges, mais aussi à quoi elles correspondent.
qu'est-ce qu'elles vont intervenir au niveau où sont les élèves, que ce soit en LP ou en lycée. Il va bien falloir à un moment donné, ben oui, arriver à vulgariser des choses, hein, à les présenter de façon peut-être pas très précise. On n'est pas obligé de remonter sur les molécules d'ATP qui se mettent dans le cycle de Krebs. On peut très bien le faire autrement, hein. Mais on a un travail à faire en tant qu'enseignant. On choisit les charges, mais on sait d'où elles viennent. Pourquoi? Pourquoi en recherche de volume, tu vas avoir un nombre de séries important? Qu'est-ce qui est recherché derrière? Donc tu vas bien remonter à un moment donné sur une connaissance de la transformation structurelle de ton muscle. Le quatrième principe, et ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est mettre en lien les indicateurs de motricité aux charges de travail. Les indicateurs de motricité, ils peuvent être internes comme ils peuvent être externes. Bon, tiens, les présentations qui ont été faites tout à l'heure, il peut très bien y avoir des infos externes pour dire, attends, il se passe, on t'a vu faire ça, ça veut dire par rapport à ta charge de travail. Alors c'est de l'interne, hein, on va récupérer des choses sur soi, mais on va aussi les confronter à des choses qui viennent de l'extérieur. C'est ce que Alain Costaud appelait, c'était la connaissance sur soi pour améliorer la connaissance de soi. La connaissance sur soi, c'est des personnes extérieures qui me donnent des éléments d'analyse, et moi je les confronte à ce que j'ai vécu moi, par rapport à une charge de travail effectuée, quelle que soit l'activité. Et je me dis, attends, là, maintenant je me connais un peu mieux, quoi. Donc ça, c'est un principe. On a le cinquième, c'est réguler ses séances d'entraînement au regard de l'évolution de son projet de transformation. Où j'en suis dans mon projet de transformation? C'est compliqué, hein, qu'on n'a pas de temps devant soi. Parce qu'on a un projet où j'en suis, ben, on fait 2-3 séances, et puis hop, l'évaluation arrive. J'aurais bien continué encore une ou deux séances là. C'est le problème du temps d'enseignement. Et puis il y a un principe qui est important, c'est le partage des séances d'entraînement à différents niveaux. Partage dans l'activité, partage dans la conception, partage dans les retours. Ça, c'est organisé. On a un rapport structurant autrui dans nos activités. Voilà les principes du savoir s'entraîner. Je les ai redéfinis pour faire en sorte qu'ils soient fonctionnels, normalement, dans toutes les CP. Vous allez bien sûr tirer la CP5. On verra la grosse différence. Donc, savoir s'entraîner, je rappelle, je me soumets à un processus d'influence. Alors, quand on est à plusieurs, c'est encore plus compliqué, si je suis en sport court. Mais je me soumets à un processus d'influence moi-même, que j'exerce sur moi-même, pour pouvoir viser un objectif de transformation en lien avec le fond culturel de l'activité pratique. Ça, c'est hyper important. Alors, locomotion de durée, donc chez Amélie. Alors, je vous présente son profil. Alors, c'est une élève qui pouvait se tenir debout quelques secondes, qui pouvait avancer, parce qu'on a fait le bilan de ce qu'elle pouvait faire. C'est quelqu'un qui était très entouré, donc quelqu'un dans la classe pour lui pousser le fauteuil roulant. Elle est en médecine actuellement, hein. Elle a passé sa première année de médecine, Amélie. Et donc, une élève qui avait de bons résultats scolaires et qui pouvait, donc elle pouvait, avec ses pieds, avec les pieds en abduction, elle pouvait avancer avec ses pieds sur quelques mètres, elle savait faire ça, et puis bien sûr, utilisation des bras. Le problème qui se passait, c'est qu'elle se rendait compte qu'elle n'utilisait quasiment jamais ses bras, à part avec la kiné, parce qu'elle était toujours trimballée, entourée, à droite à gauche, très sociable, voilà. C'était pas... Et quand on a mis en place un dispositif avec l'épaule back, eh bien, on a eu l'idée de faire un petit peu comme ses camarades qui faisaient un 3 x 100 mètres. Mais elles ne pouvaient pas, on a un terrain qui monte, on ne pouvait pas les faire 3 x 500 mètres, pardon. Et donc, on a construit un système qui est celui-là. J'essaie de retrouver là, voilà. On le voit ici, on doit l'avoir. Voilà ce qui se passe. Là, vous avez deux balises, là, vous avez une balise, et là, vous avez deux autres balises. Elle ne peut pousser avec les mains, interdiction d'utiliser les pieds, de la balise rouge à la balise rouge, de là à là. Donc là, elle doit être en propulsion main. À partir de la balise rouge, elle tourne autour d'une balise, et là, elle peut se servir, elle va bloquer bien sûr une roue, continuer à appuyer sur l'autre roue pour que le fauteuil tourne, mais elle a la possibilité de pouvoir céder avec les pieds en abduction pour tourner plus vite, ce qu'elle utilise dans la vie d'ailleurs un petit peu tous les jours. Donc elle a finalement un passage de force, on va dire, tourner autour d'un... Comme quoi, hein, la gestuelle. Elle arrive ici avec les mains. Ici, elle a la possibilité de descendre. Elle a les cale-pieds. Elle descend les cale-pieds. Avec les pieds, elle cède à tourner. Et dès qu'elle reprend sa posture trips, dès qu'elle est là, elle doit remettre les pieds. Elle n'a pas le droit de continuer avec les pieds. Elle met les pieds sur le cale-pied. D'accord? Donc c'est. Et puis, remonter les cale-pieds. Et ensuite, poursuivre. Et ainsi de suite. Elle le fait 3 fois. D'accord? En tant que... Donc c'est un travail avec les prises. Donc c'est propulsion bras ici, propulsion jambes sur une distance de 14 mètres, donc lors du virage, et là elle doit anticiper la mise en place. Donc il y a un travail tactique et technique en tant que tel, sur un entraînement. Alors, le savoir s'entraîner en CP1. Alors,
c'est l'éducation sensible. On a refait des choses qui existaient ailleurs. Hein. J'ai recyclé des choses que j'utilise par ailleurs. Hein. Il y avait des éléments. C'est une habitude, elle n'avait pas l'habitude de faire cette activité, donc tout nouveau pour elle. Le cœur est monté à 180 pulsations. Elle dit, bon, elle n'a pas le souvenir d'avoir si souvent, si longtemps, travaillé le cœur aussi. Donc elle avait une échelle. Donc, après un effort, quel ressenti respiratoire sur une échelle, après un effort, quel ressenti musculaire, après un effort, quelle pulsation cardiaque. Et là, on était sur le quatrième principe. Alors, je vous expliquais dans mes illustrations pédagogiques, je vais faire des zooms sur certains principes. Après, on devrait avoir tous les 6. Mais bon, l'idée c'est ça. Là, pour moi, c'est mettre en lien les indicateurs de motricité aux charges de travail effectivement réalisées. L'important, c'est de toujours lier le ressenti, là c'est le ressenti, mais c'est même des informations de pulsation cardiaque, avec la charge de travail effectuée. Le ressenti pour le ressenti n'aura pas d'intérêt dans le savoir s'entraîner. C'est la confrontation des deux qui me disent je peux faire plus ou c'était trop, il faut que je le fasse moins. Vous voyez cet élément-là. Éducation à la technique. Moi je ne savais pas qu'il y avait autant d'éléments techniques que j'ai découvert avec elle. Hein. On a regardé la pression des pneus aussi. Hein. Eh oui, bien sûr, je vous disais ça, la pression des pneus est hyper importante. Hein. Entre du 4 bars et du 2 bars, il y a du confort, mais on colle au terrain. Il n'y a plus de confort. Vous avez vu, le terrain est remonté. Donc, il y a la meilleure. Il y avait le gonflage, hein, il n'y avait pas de souci, on avait la pompe, hein, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce que ça donne. Ben, c'est des connaissances. Pour remonter mes cale-pieds, je vous dis le S, à la suite du virage, je dois prendre un repère au sol, car cela me prend 2 secondes. C'est un travail d'entraînement. Dans son épreuve à elle. Il faut qu'elle anticipe ça. Et ça, c'est les mots qu'elle a utilisés dans ses référents, vous les verrez tout à l'heure rapidement. C'est retour post-effort, toujours un bilan. Alors, ça se passait comment? Alors, répéter virage en prenant des repères au sol, lors d'établissement de mes 2 cale-pieds est amélioré, lever mon pied gratte le sol, hein, puisque, donc on retrouve en fait, pareil, on a une autre connaissance, hein, vous la voyez. On retrouve le problème de la propulsion qu'on a en natation. Hein. Fréquence et amplitude, on a la même chose. On pourrait l'avoir en course d'ailleurs, c'est la course, on l'a aussi. Hein. Parce que quand les bras deviennent lourds, eh ben, on a tendance à se remettre sur fréquence et ne pas garder l'amplitude. Donc là, elle trouvait qu'au 3e tour, c'était plutôt bien. J'en veux encore une autre. Là, c'est exactement comme si elle était sur la natation par rapport au bras. Oui, bien sûr. Montant l'escalade, bien sûr. Ouais, comme vous skiez à la télé, ben ouais, c'est pas... Parce qu'elle a fait des virages où elle se retrouvait perdue, et il fallait qu'elle revienne. Voilà. Choisir des charges de travail, être éclairé par des connaissances sur l'entraînement, c'est de ce type de connaissances dont on parle aussi. Connaissances techniques, tactiques, hein, c'est pas que de la physio, hein. Il faut aussi aller chercher autre chose. Alors, maintenant, mais il a fallu l'évaluer. Alors, eh bien moi vous savez comment ça se passe, enfin en tout cas dans l'Académie de Lyon, mais j'imagine que c'est pareil, quand vous avez un cas particulier, vous élaborez un protocole, vous faites une fiche ressources, vous développez, nous on avait l'obligation, et puis on présente une évaluation à une commission académique qui va entériner. Alors moi j'avais bien mis CP1, il y avait tout ça, hein, il y avait son profil, il y avait le bilan qui avait été mis en place, 10 points comme sur le temps cumulé, somme des 3 temps réalisés, hein, c'est 50%. Alors ça c'est, vous comprenez que c'est compliqué, on a on n'a pas de référent externe, hein, et pourtant c'est un référent externe en CP1. Donc si on regarde ces progrès, on a mis en place, voilà, c'était quelque chose, une seule personne, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse progresser au cours. On a un premier barème, et puis après, j'avais fait un premier barème que j'ai cassé, parce que sinon elle était déjà au top, donc il a fait un deuxième barème pour la pousser aussi. Donc ça, j'avais pas beaucoup d'éléments pour le faire, on peut considérer que ça s'est fait avec quasiment pas d'éléments, mais j'ai essayé d'être le plus équitable possible, voilà, en tant que tel. Mais c'est pas très objectif. L'écart au projetant. Donc ça, j'ai pris l'écart des 2 écartants au regard de ce que ces 4 camarades de 3 x 500 faisaient. Et puis j'ai mis 5 points sur l'analyse et remédiation stratégique et technique. Le savoir s'entraîner, il a été évalué sur 5 points dans une activité de CPR. En tant que tel. Voilà ce que ça donnait. Niveau 1 non atteint. Niveau 1 atteint, donc analyse, effectué après. Il y avait un bilan. Vous allez retrouver des choses qui peuvent se faire en CPR. Hein. Une remédiation stratégique dans la conduite des 3 locomotions. Et l'idée, c'est que le niveau 2, non seulement c'est le deuxième, j'aurais dû aller moins vite, ainsi de suite, c'est je peux même présenter une situation d'apprentissage. On en a vu pendant le cycle. Mais pour mon problème, là, il faut que ça soit en lien avec ce qui s'est passé, bien sûr, l'évaluation, parce qu'elle est observée. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait monter ça au niveau académique,
les collègues ont dit, ils ont été un petit peu gênés, ils ont dit, mais c'est quoi 5 points là, ce qu'on propose? Et ils m'ont renvoyé, le projet en disant, c'est accepté, mais fais attention, on va mettre trop de CP5 dans ta CP1. Parce que le savoir s'entraîner, qui pour moi était dans un cadre CP1, il était tellement proche, et c'est logique qu'il soit proche de la CP5, que c'était comme si on faisait de la CP5. Donc on a eu des discussions, avec la commission académique, et le bilan, c'est que l'année suivante, pour toutes les épreuves EPS adaptées de l'Académie de Lyon depuis 2013, les élèves, ils sont notés sur 5 points, alors c'est moins exigeant sur le savoir s'entraîner. Au moins, le début d'un savoir s'entraîner. Analyse permettant de proposer une ou deux solutions aux problèmes rencontrés. Vous voyez, c'est voie de progrès au niveau 1 atteint et c'est niveau 2 atteint. Ça veut dire que je suis capable de faire une analyse et je suis capable de mes éléments, on lui donne les éléments en 7 ans et tout, quelle que soit l'activité, que ce soit la nage, et c'est est-ce que maintenant, au regard de tout ce que tu as appris, tu pourrais, ça revient à que changer la semaine prochaine et pourquoi, quoi. Mais on est dans l'entraînement. Parce que, alors c'est global, c'est pas encore très précis, mais il y a cette idée de se dire, mais j'ai des éléments pour pouvoir améliorer ma prestation, quoi, quelle que soit ma CP. Et ça, il n'y a que nos élèves de PS adapté qui l'ont dans l'académie, en tant que tel. Et voilà. Alors, c'est plus facile, parce qu'après, c'est comment évaluer tous ces, dans ce cadre-là. Voilà. Là, je suis en train de le faire avec les élèves, c'est pas simple. Parce que leur mettre en œuvre, oui, mais après l'évaluer, c'est compliqué. Là, j'en suis pas avancé. Donc voilà, pour vous dire que c'est dans ce cadre-là. Alors, ça donnait quoi au niveau, donc, derrière, précédent, vraiment très sensible. Voilà, son travail, ça c'est son évaluation. Donc voilà, ce qu'elle écrit, c'est en noir, moi c'est en rouge, par rapport alors j'ai mis en plus, je note quelque part. Ouais, on a regardé la trajectoire parce qu'on est sur un sol légèrement il y a déjà dénivelé, donc c'est pour ça que c'était plus dur dans un sens que dans l'autre. Bon, on s'est adapté, le terrain de goudron il est un peu concave, donc du coup, enfin plus convexe, ça posait un souci. Voilà. Améliorer le relevé des capiers, c'était incontournable pour elle par rapport à sa prestation en tant qu'elle, et ce qui posait un souci dans le tableau. Moi, je considère qu'on est sur un niveau du savoir s'entraîner qu'on peut demander à des élèves dans le cadre de terminale. Mais attention, là, je suis seul et il y a une élève. On est d'accord? Sur un créneau parti. Elle était en parallèle avec ses camarades sur 3 x 500 mètres. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de séance, il y avait un bilan de ce qu'ils allaient faire, et elle, il y avait un bilan de ce qu'elle allait faire. Et à la fin de la séance, toute la classe était réunie, complètement intégrée dans la classe. La prof faisait le bilan de ce qu'ils avaient fait, ou quand elle donnait la parole aux élèves, et des fois, c'était moi qui faisais le bilan, c'est elle qui faisait le bilan de ce qu'elle avait fait. Histoire de rester dans cette... même si à un moment donné, elle était séparée en tant que telle. Vous ne pouvez pas la mettre sur le trajet, pour des raisons de sécurité aussi. Voilà. Alors, là, on était sur la locomotion de durée, donc le savoir s'entraîner peut se faire dans certains cas. Là, on va vous parler d'une activité, les 15 minutes, 3 allures. Alors, je vous présente ce que c'est. Dans nos établissements, on a 10 secondes, depuis déjà maintenant, je ne sais pas, 8 ans. Alors, on l'a aménagé, on l'a modifié. On a construit, ça rejoint tout à l'heure quand vous disais tout à l'heure Martine, il y a 3 x 500 mètres en terminale, est-ce que c'est vraiment fin de faire du 2 x 500 en première et du 1 x 500 en seconde, ou de refaire déjà du 2 x 500 en première? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à travailler différemment, mais qui orientent déjà les élèves vers ce 3 x 500, qui enrichissent, qui leur permettent de voir autre chose? Alors nous on le pense, moi je le pense, les élèves ils vont courir 15 minutes, en continuité et en intensité progressive avec 3 allures différentes. Ça veut dire qu'ils vont commencer par l'allure la plus faible, puis une allure moyenne, et ils vont finir par l'allure la plus forte. Donc on sort, j'allais dire, vraiment par les allures les plus rapides. Les allures, pour une certaine catégorie d'élèves, j'en parlerai après, c'est 60% de la VMA, de leur VMA, 70%, 80%. Et il y a une partie des élèves pour qui ce sera 60%, 80% et 90% de leur VMA. Donc il y a 2 menus différents, en fonction d'une particularité qu'il y a chez eux, je t'en parlerai juste après, mais c'est pour vous montrer. Donc ça veut dire que les élèves vont passer par du 60, 70-80 pour une partie, et les autres 60, 80, 90. Il y a 2 minutes minima qui doivent être courues dans chaque allure. Ça veut dire qu'on oblige à nos élèves, c'est un système de contrainte. Alors le système de contrainte, c'est pour orienter les élèves. On dit voilà, tu as 15 minutes, mais tu as 2 minutes obligatoires à 60%.
tu as 2 minutes obligatoires à 80% et tu as 2 minutes obligatoires à 90%. Si on est dans 60, 80, 90, on va prendre ces élèves-là. Les 9 autres minutes, tu les mets où tu veux, comme tu veux. Tu les mets dans du 60, tu les mets dans du 80, tu les mets dans du 90. Mais tu ne peux jamais revenir, c'est toujours en montant. Hein. On ne peut pas faire 80, revenir à 60. Donc, et on te dit en même temps la même chose, plus tu courras vite, quelque part, et bien plus tu auras une partie des points. Donc ça pousse les élèves vers une CP1, on est bien d'accord. Ça veut dire que, dans l'absolu, le meilleur résultat, ça serait 2 minutes, si on veut avoir le meilleur résultat possible, 2 minutes à 60% de sa VMA, 2 minutes à 80% et 9 minutes à 90% de sa VMA. Alors déjà, quelqu'un qui me fait 9 minutes à 90% de sa VMA, moi je pose une question sur la validité de sa VMA, en tant que tel. On l'a jamais, parce que de toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Parce que voilà, après c'est affiner le test. Donc, vous allez voir. L'élève doit obligatoirement enchaîner ses courses de l'allure la moins rapide pour aller vers la plus rapide. Et il doit rechercher la moyenne de course la plus rapide. Donc il est évident que plus il va mettre des minutes dans la 3e allure ou dans la 2e allure, plus ça va lui monter sa moyenne. Donc on le pousse à aller dans ce cas-là. Dessus. Et bien sûr, il va devoir intégrer 3 allures différentes. Parce qu'il va falloir que, comme toute course, hein, on va essayer d'intégrer 3 allures. Il va avoir 3 allures à mettre en œuvre. Alors, voilà, c'est pas vrai. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors, le trajet, il n'est pas droit. Je vous explique rapidement pour que vous puissiez quand même avoir l'élément. C'est un trajet en épingle à cheveux, parce que je n'ai pas la place. Il y a des ateliers qui sont au bout, donc je n'ai pas la place. Les élèves partent, c'est le trajet de la course en durée CP5 qu'on va prendre, sauf qu'on va l'utiliser en CP1. Les élèves courent sur 30 secondes, et ils reviennent en 30 secondes. Chaque minute, ils reviennent au point de départ. D'accord, dessus. Non, mais c'est tout. Voilà, ils sont partis. En demi-groupe, il y a un demi-groupe qui va contre les allures. Là, vous voyez la balise des 10 km/h. Normalement, au bout de 30 secondes, les élèves devraient tourner en même temps pour repartir. Hein. Alors ça, c'est une séance d'entraînement. Hein. C'est une séance. 60% de la VMA, première minute. Donc, vous voyez, les élèves ont des vitesses de seconde 2. de 60% différentes. Là, il tourne, là. Donc lui, théoriquement, il arrive aux 30 secondes. Tous les autres n'ont pas tourné encore. Hein. Ça y est, ils tournent les autres, en même temps, quasiment. Donc lui, on peut déjà dire qu'il est un peu rapide sur cette 30 premières secondes. Parce qu'il va se retrouver au coup de sifflet, on va les voir. Tous les élèves ont été rapides là-bas. Normalement, vous allez voir. Vous les suivez. Les plus rapides vont récupérer les plus lents. Hein. C'est le principe de retour tous à la minute. Écoutez le coup de sifflet. Alors on ne voit pas bien, mais les balises, c'est les balises auxquelles ils vont tourner. La minute n'est pas passée. Les élèves tournent autour. Et on va les voir réapparaître en avance. En avance, en avance. On va écouter le coup de sifflet. Top. Vous entendez le coup de sifflet? Quasiment tous les élèves sont en avance. Vous avez vu le système? Donc d'abord, ils courent à 60%, et puis après, ils vont basculer à 70, voire 80% dessus. Donc sur l'ensemble. Je continue. Alors ça donne quoi en termes de documents? Alors, les élèves, ils ont ce tableau. Vous avez... faudra que je cherche le nom d'ailleurs. Elle a une VMA 10,6. C'est pas l'élève... qui va se retrouver en termes au niveau... c'est pas l'élève entraîné, hein, 10,6. Alors, on peut regarder une chose. Regardez. Là, elle s'est mis 3 courses à 60%. Elle a pris 5 courses à 70%. Et elle a pris 7 courses à 80%. AK, avance, retard. Et elle fait une croix à la fin, uniquement, c'est le début, sur son ressenti respiratoire. Elle s'est mise sur asphyxie. C'est des repères personnels en tant que tel. Donc les élèves présentent ça comme ça, ils mettent leurs allures, quand ils sont confrontés à l'épreuve. Hein. Ils ne commencent pas le premier jour, cette épreuve-là, on est bien d'accord. Il va falloir 1 ou 2 séances pour mettre en place, une 3e séance. Par contre, ils vont l'avoir 4 fois dans le cycle. Comment tu peux avoir des balises à 6,4, à 7,4? Eh ben, je ne sais pas si tu as vu, entre les dents, les grands plots rouges, il y a une petite coupelle bleue. C'est la demi. Ah ben, on est la louche, hein. Le 0,4, le 0,5, c'est la louche. Elle court à 6,4, mais elle va être à 6, elle tourne à 6,5. Voilà, 6,5. Voilà. On est à 1 km/h près, c'est pas... Alors, c'est l'idée comment ça s'est mis. Ça naît de plusieurs... Je vais y revenir hein, sur ça, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les pratiques, tout ça. Mais d'abord, c'est la dynamique, la démarche. Ça naît de plusieurs insatisfactions. Avant, on avait une course d'une demi-heure. Nous, on disait une demi-heure, rien que le mot, la demi-heure, 30 minutes, c'est une vraie épreuve, voilà, c'est les warriors, on va être dedans, voilà. Avec une seule allure, monotonie, difficile au niveau cognitif, biomécanique et physiologique. Alors nous, on a un parcours
c'est une sorte de parc, ça monte, ça descend, voilà, il y a un dénivelé qui existe. D'ailleurs, pour la petite histoire, nos élèves au bac 3x500 courent sur un terrain avec dénivelé. Ah ouais, non, mais... Alors, en adaptation, hein, voilà, c'est pour vous dire qu'en adaptation au niveau du barème. Voilà, c'est pas le barème en dessous, c'est le barème le plus proche en dessous. On a compensé. Voilà. Mais bon, on va dire, on fait avec tout le monde. Ça évite d'aller au stade et de perdre 20 minutes aller, 20 minutes retour. Monotonie, difficile cognitive. Donc déjà, on a beaucoup de pertes. Des élèves qui décrochent, des élèves... une évaluation référée à la VMA de l'élève qui faisait subir une double peine à l'élève sédentaire par rapport à l'élève entraîné. Alors, pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure dans le cadre, les élèves, on leur mettait, ils avaient bien sûr, plus ils tournaient vite, plus ils mettaient de tours sur 30 minutes, plus ils gagnaient des points, et puis on leur faisait quand même un barème par rapport au taux référentiel à leur VMA. Le problème, on va le voir tout à l'heure, c'est que quand on demande à des élèves à courir à 80% de leur VMA, les élèves entraînés sont en dessous du seuil lactique. Les élèves qui ne le sont pas, ils ont basculé au-delà du seuil lactique. Donc déjà, on les met en très grosse difficulté, et en plus, ils ne sont pas bons au niveau biomécanique. Donc ils ont la double dose. On avait tant de courses, on n'allait pas à chaque séance leur faire la demi-heure. Parce que derrière, voilà, personne, c'était compliqué. Et puis on voulait aussi pas bachoter le 3x500 mètres dès la seconde quand il est mis en place. Et puis on avait de nombreux échecs le jour de l'évaluation. Alors, voilà comment on a construit l'évaluation. Ça, c'est garçon-fille, c'est la moyenne des 15 minutes. Dans cette moyenne, il y a les minutes à 60%, les minutes à 70 et 80 pour certains élèves, et 60, 80, 90 pour les autres élèves. D'accord? Donc le barème, il est commun à tout le monde. Pour les deux catégories d'élèves, il est à tout le monde. On voit bien que les élèves qui courent à 90%, ils vont avoir tendance à avoir cette note-là qui va monter par rapport aux élèves qui finissent la troisième allure à 80%. On voit bien qu'il y a une différence. Donc ça, c'est un barème pour tout le monde. Après, on a les écarts, construction de l'allure, 10 minutes, 10 points. Voilà, des écarts à la minute. Donc il va intégrer 3 allures. Et puis on a pourcentage de VMA, et notamment inférieur à 13 km/h et supérieur à 13 km/h. Alors pourquoi on a choisi de faire inférieur à 13 km/h et 13 km/h? C'est s'appuyant sur les travaux en physio qu'on bien montré, là vous l'avez ici, que quand vous avez un élève, ça sort du bouquin donc de Costil ici, quand vous avez un élève qui est entraîné, ici, donc on va retrouver à peu près sa VMA, on a mis les VMA, mais on va le voir ici, eh bien, quand il est à 90% sa consommation maximale d'oxygène, c'est à cet endroit-là qu'on a le seuil lactique 2. Le seuil lactique 2, c'est l'ancien seuil qu'on appelle maintenant, ils appellent maintenant seuil lactique 1, seuil lactique 2 depuis 2000. Et le seuil lactique 1, c'est le fameux seuil aérobie, appelé aussi seuil ventilatoire, il est ici. C'est là où il y a une montée de lactate qui fait qu'il y a un décrochement, une accroche ventilatoire supérieure, ça a d'abord été vu au niveau ventilatoire, et il y a une augmentation des lactates qui vont être autour de 2 millimoles à ce moment-là. Et puis vous avez le deuxième seuil, le seuil où on va produire plus de lactate qu'on va pouvoir en consommer. C'est là où on commence à les stocker. Et c'est la deuxième flèche que vous avez dans la courbe ici, qui se trouve à ce niveau-là. Eh bien, le seuil lactique 2 chez quelqu'un d'entraîné, il va se trouver entre 80 et 90%. Alors que chez un élève sédentaire, le seuil lactique 2, regardez, il est à peu près à 70%. Donc, quand on pensait mettre les élèves en autoréférence, en disant, en demandant à tout le monde, quelle que soit sa VMA, de courir à 80% de la VMA, je les mets tous à égalité, c'est pas vrai. On enfonçait les sédentaires. Parce qu'on les faisait courir dans un registre, aérobie et anaérobie, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas tenir la distance. Alors la question qu'on s'est posée, nous, c'est, une fois qu'on sait ça, on le voit bien, c'est flagrant, où est-ce qu'on met la bascule? Où est-ce qu'on met la barre? Est-ce qu'il y a une VMA fille, une VMA garçon? Est-ce qu'il y a une VMA, où est-ce qu'on met la VMA des sédentaires et des entraînés avec les élèves du lycée Claude Lebois de Saint-Chamond dans la Loire? Voilà, parce que c'est ça qu'on réfléchit par rapport à ça. Eh bien, par tâtonnement, on est arrivé à cette évaluation de 13 km/h. On a commencé à 14, c'était trop important par rapport à nos élèves, on a descendu à 13. Ça veut dire que tous nos élèves qui ont une VMA calculée par 36-24 à 13 et plus, ils vont chercher le 60, 80, 90. Et tous les élèves qui sont à... Alors vous allez me dire, ceux qui sont à 12,9, ceux qui sont à 12,9, profil, quoi. Ça bascule dans un ou ça bascule dans l'autre. Suivant leur état de motivation, le montage à jouer, bien sûr. Mais en tout cas, l'élève qui est à 13,5 ne peut pas raconter qu'il veut faire du 60, 80, 60, 70, 80. Lui, il a 60, 80, 90 en tant que tel. Alors, ça va donner quoi? Ils ne sont pas perdants, les élèves, puisque vous avez vu que comme ils courent à 60, 80, 90, leur moyenne sur 15 minutes, elle va être supérieure à ceux qui sont sur 60, 70, 80. Par contre, l'effort, il est
vais allumer, hein, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a différencié. Et on va les différencier garçons ou filles. Non, parce que notre élève sédentaire, que ce soit un garçon ou une fille, les VMA sont proches. Elle ne méritait pas qu'on refasse une distinction garçon et fille. Parce qu'on a des filles entraînées qui sont à plus de 13. Voilà, en tant que telles. Et on pouvait se le permettre en tant que tel. Donc l'évaluation, au début, quand on a commencé, on ne mettait pas cette double évaluation. Elle n'existait pas en tant que telle. Alors maintenant, on a essayé de se représenter le profil des ressources engagées. L'épreuve traditionnelle de 15 minutes. Tu fais le maximum de tours en 15 minutes, le fameux 20 minutes d'avant. Ben, on engage au niveau énergétique, on contrôle, et puis au final, s'il nous en reste un peu, c'est le trait bleu. Mais on est sur une vitesse de croisière, on est d'accord. On est sur un équilibre. Nous, ce qu'on leur demande, c'est le trait rouge. Intensité de l'effort mental et énergétique, on leur dit très clairement, hein, si tu t'arrêtes à la 14e minute, tu es en dessous de la moyenne. Tu n'as pas réussi l'épreuve. Alors qu'ils sont 14e minute, ils sont quand même bien déchirés dedans, il n'y a pas de souci. Hein. 14 minutes, il ne reste plus qu'une. Non, non, tu dois terminer ton épreuve. On va revenir sur le fond culturel de l'activité parce que c'est important. C'est raisonné aussi ce qu'on leur demande. Donc on voit quelque chose de compliqué, enfin de compliqué, c'est simple, ils ont une marge de manœuvre, c'est les 9 minutes leur marge de manœuvre. Comment je vais la gérer dedans? Comment je vais l'organiser? Alors c'est une FPS, là je vais la justifier, donc une forme de pratique scolaire, et là vous allez retrouver des propositions du CEDREPS, hein, que vous connaissez aussi, puisqu'il y a le développement du CEDREPS, d'ailleurs vous êtes en essor, hein, donc c'est bien, en cadre national dans l'académie, une FPS qui s'ancre sur le fond culturel de l'activité. Alors on va revenir sur ce qu'on pourrait appeler le fond culturel de l'activité. On avait dit que le fond culturel de l'activité, c'était 3 choses. Au CEDREPS, on pourrait l'analyser, on peut très bien voir. On avait dit, ce fond culturel, on l'aura si on arrive à déterminer les grands motifs d'agir qui ont fait que les hommes et les femmes ont construit ça. En quoi ça appartient au patrimoine culturel? Ben, en tout cas, en France, en EPS chez nous, et on pourrait même dire après, pourquoi pas culturel humain, hein. Il fallait qu'on se pose la question de est-ce qu'il y a un rapport structurant à l'autre et quelle est la motricité spécifique de l'activité. Et dans toutes les activités qu'on traite, que ce soit de la grimpe de bloc, c'est de la grimpe de bloc en duo homogène, que ce soit Alain Coston qui intervient sur son duo, que ce soit dans le cadre d'une activité n'importe laquelle traitée dans le cadre du CEDREPS, on essaye d'aller chercher, d'identifier ce fond culturel. Alors les grands motifs d'agir, on les retrouve de toute façon un petit peu dans tout ce qui a pu être écrit. On a des inspirations importantes dans le groupe Spiral hein, de Lyon qui a beaucoup travaillé sur ce côté un petit peu anthropologique, hein, qu'est-ce qui fait tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à reprendre derrière. Moi j'en vois deux, enfin on en voit deux. Produire une performance qui cherche à réduire le temps, augmenter l'espace, ça c'est la clé ça. Que ce soit en course, en saut, en course, en lancée. Il y a cette idée de maîtriser le temps, peut-être justement parce qu'on ne le maîtrise pas. Hein. Mais au moins dans cet espace-là on essaye de le maîtriser. Et puis il y a un deuxième élément. C'est engager ses ressources de façon raisonnée et optimale pour déplacer ses limites. Alors moi je tiens bien au terme déplacer ses limites et pas les dépasser. Alors je vous dis une petite nuance que moi je trouve, vous direz, je trouve des nuances, donc il n'y en a pas. Dépasser ses limites, c'est aller au-delà de ses limites. Et moi je considère que dans le cadre d'une école où on a aussi la sécurité organisée, quand on a des limites identifiées et qu'on va au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je fais beaucoup d'activités de pleine nature avec mes élèves, il y a bien cette idée que c'est pas tu dépasses tes limites en kayak. Hein. Dépasser mes limites en kayak, c'est me lancer dans le rouleau que j'avais jamais fait, voilà. Il y a toujours une matière. On peut les déplacer, ça veut dire qu'on va pousser nos pouvoirs, on va agrandir nos pouvoirs, mais on a une limite à un moment donné. Et la limite, c'est la limite qui nous permet de rester en toute intégrité physique et psychologique. Il y a des limites dans les activités artistiques aussi, hein, dans la façon de se montrer à l'autre et ainsi de suite. Il y a un moment donné où il y a un point quelque part où on se met en danger. L'objectif, c'est pas ça. Par contre, c'est de mettre des conditions, de mettre en scène des conditions qui permettent aux élèves de pouvoir déplacer ces limites. Mais il faut qu'il y ait des limites. Sinon, ça devient quelque chose qui peut provoquer de l'accident. Ça, c'est sûr. Et quand je dis accident, je ne pense pas qu'au traumatisme physique, je pense même au traumatisme psychologique, en tant que tel. Donc, il y a cette idée de je vais les engager mes ressources au plus près d'eux, cette notion de plus près d'eux que je ne connais pas, mais qui va me permettre de pouvoir pousser un peu plus. Et comme ma balise, pour moi, je vois bien une balise, elle était là, ben, je vais pousser un peu plus, quoi. Mais je sais qu'il y en a une, quoi. Et moi, je tiens à ce que l'élève, il sache qu'il y en a une. Voilà. Vous allez voir les arrivées de 15 minutes, vous allez voir, les élèves, ils se couchent par terre. Bon. Si l'élève, il arrive, il vomit tout ce qu'il peut derrière, il est allé au-delà d'eux. Alors, c'est une expérience, mais il saura en tout cas que là, il est allé au-delà. Voilà. Donc ça, c'est les grands motifs, à mon avis, qui font que les hommes sont sur l'activité athlétique, notamment sur la course. Après, le rapport structurant à l'autre, dans ce type de pratique,
Ben, l'autre est une aide pour réguler mon allure. Dans l'activité, hein, pour moi, il y a deux choses. Il y a le coureur chronomètre. Je reste persuadé que quand les élèves courent en groupe, vous avez vu, ils reviennent. Eh bien, ils ont des repères sur des élèves qui, eux, ont très bien intégré les allures. C'est des repères sur l'autre. Et je sais que si je suis si loin de lui, à 10 mètres de la balise, eh bien, c'est que je vais être en retard. Donc, il y a la prise en compte d'élèves. Parce que moi, j'ai appelé ça chronomètre, ça veut dire que vous avez avalé le chronomètre. Après, je vérifierai qu'ils avaient la montre avec eux, mais bon, maintenant. Et puis, le coureur relais. Il y a des élèves qui sont très proches en VMA. Vous allez avoir deux élèves qui ont à peu près la VMA. Ils vont courir à 0,5 près. Et ils vont être ensemble. Voilà. Donc, et puis, l'autre est une aide pour m'aider à optimiser mon projet de course. Parce qu'on a plein de mots. Partage. Identifier mes retards et avances sur un repère. M'oriente dans mon projet. Au fur et à mesure que mon projet avance, il y a une perte de lucidité partielle qui existe. À quel moment je bascule dans ma nouvelle allure? Eh bien, ils ont un élève qui leur rappelle que au prochain, tu changes. Parce qu'on ne peut pas leur demander d'avoir, sinon ils vont les faire sur les mains, c'est toujours pareil chez l'ensemble. Et puis, partager une partie de mon projet d'entraînement, ça va être dans les cours, où il y a un moment où ils vont partager effectivement qu'est-ce que je prends, ils discutent, et je leur demande de donner leur... Ils vont modifier leur projet, mais avec toujours un regard sur eux. La motricité spécifique de l'activité, qu'on va trouver en CP1, donc là je vais être au cœur de la CP1, course en durée, c'est intégrer différentes foulées, adaptation cardio-respiratoire et mentale. Et mentale, hein, on a souvent tendance à penser que la course de durée, c'est que le côté énergétique. Il y a le côté biomécanique. Et bien sûr qu'il y a le côté biomécanique. On ne court pas 90% avec le même type de foulée. Il y a déjà un travail à faire sur les baskets, il y a un travail à faire sur plein de choses. Hein. On voit les chaussures qui nous amènent. Hein. Enchaîner des allures différentes, un changement d'allure, eh bien c'est quelque chose aussi qui fait partie... Quand on était sur une course continue, on essayait d'avoir toujours la même allure. Là, il y a un changement d'allure, ben, c'est des acquisitions. Et puis, réaliser sa course à la limite de l'arrêt. On est sur ce fameux déplacer ses limites. Jouer avec ça. Voilà. En cela, je considère, alors après, vous pouvez ne pas être d'accord en disant, ah mais attends, là, moi je considère qu'avec ces éléments-là, je suis dans le fond culturel de l'activité. C'est-à-dire que je fais passer une sélection du patrimoine culturel, mais sous une forme scolaire, adaptée à mon profil d'élève, et qui va les mettre, certainement, qui va les impliquer, j'espère, vers un savoir s'entraîner. Parce que c'est bien ça, je vous rappelle, le but, voilà, l'activité qui est derrière. Ensuite, une FPS qui participe à l'intégration de valeurs de la culture scolaire, la notion d'effort, de détermination encadrée, d'analyse réflexive, de bienveillance aussi, hein, par rapport aux élèves qui vont s'arrêter. Au début, dans les épreuves, il y aura des arrêts, vous allez le voir. Et parce que vous voyez bien que les élèves, eh ben, ils vont essayer, ils vont tenter des choses. Et on va voir ceux qui vont partir avec des projets démesurés. Et puis, alors voilà, on va voir encore un ici. Là, vous avez Arthur qui, sur 2 séances, c'est la 6 et la 7. Il commence avec 4 à 60%, il a une VMA, donc lui, de 14. Et il a prévu ici de faire 3 à 90%. D'accord. Il est entre vraiment essoufflé, asphyxié. Eh bien, il se dit, je peux faire mieux. Et dans son prochain projet, il passe à 2 à 60%. Il en met un de plus dans le 60-80%, donc ça lui met des points en plus pour là, si on est sur les points. Et surtout, voilà, il va les mettre dans le 80%. Il en récupère 2 de 60%, il les met dans le 80%. Donc sa charge est supérieure à celle qu'il avait avant. Voilà. Et là, vous avez quelque chose ici. Vous avez vu qu'ici, il y a marqué première blanche, bleu, bleu, rouge, rouge, nickel. Alors simplement, c'est un clin d'œil parce que vous allez la voir, un clin d'œil conforme par rapport à l'échauffement. Il aime bien ça. Voilà. Eh bien, les élèves s'échauffent beaucoup sur du 15-15. Ce qui se passe, vous avez ici le départ des élèves, ils sont tous en lignée. Hein. Les 4 premières balises, c'est du blanc, hein, c'est 4, 5, 6, 7 km à l'heure, en 15 secondes à parcourir. Après, vous avez 8, 9, 10, 11, 12. Hein, c'est ce que Rossi avait présenté dans le cadre du PNP. Après, vous avez un rouge, parce qu'une fois qu'ils sont venus au bleu, ils continuent 13, 14, 15, 16. Et ils ont 5 minutes, alors on travaille, hein, ils ont 5 minutes pour se préparer à un échauffement en utilisant le 15-15. Ils peuvent faire 15 minutes, 15 secondes, 15 secondes. Ils ont 5 minutes en utilisant le 15 secondes de course. Par section, ils ont 5 minutes séquencées par 15 secondes pour pouvoir s'échauffer. On a des élèves qui vont faire marche d'abord pendant 15 secondes, entre 4 et 7 km à l'heure. Ils vont revenir. Il y a des élèves qui vont courir ici. Ils ne vont pas s'arrêter 15 secondes, ils vont repartir en courant. Et puis il y a des élèves qui vont venir ici, chercher la zone rouge. 15 secondes, ils vont faire du 16 km à l'heure, s'arrêter 15 secondes pour récupérer et repartir en courant dans ce sens-là pour revenir.
Ils ont obligation, tous, d'aller au moins 30 secondes dans la zone rouge, quel que soit leur VMA. Au moins 30 secondes. Les élèves qui sont sur du 15-16, ils vont y aller beaucoup plus souvent. Et on n'a pas le droit de faire plus de 30 secondes dans la zone blanche. Vous avez vu que ces zones, elles correspondent un petit peu, on va dire, au seuil lactique. La zone blanche, elle est en dessous du seuil lactique 1, en dessous du seuil ventilatoire, c'est 4, 5, 6, 7. On a fait 8, 9, 10, 11, 12 pour des élèves qui sont entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2. Et normalement, 13, 14, 15, 16 pour certains élèves. Des élèves à 13 déjà, il y a des élèves qui sont basculés au-delà. C'est au-dessus du seuil lactique 2. C'est pour, en gros, ils retrouvent les allures qu'ils auront tout à l'heure dessus. Voilà. C'est là aussi, ils auront une tâche. Alors lui, il a fait quelque chose de très basique. Il a fait première minute blanc, bleu, bleu, rouge, rouge. Il y a des élèves beaucoup plus fins qui font une pyramide, ils montent, après ils descendent, ils reviennent. Et ils vont faire 30 secondes, par exemple, en zone bleue. Ils font 15 secondes zone bleue, de nouveau 15 bleu. Après, ils font 15 rouges, voilà, ils vont redescendre. Du blanc, du bleu, du rouge, de nouveau du bleu, par rapport aux adultes. Donc ça, ils s'organisent sur le réchauffement. Voilà. On a des élèves qui s'arrêtent, mais moi je fais que toutes les 15 secondes siffler pendant 5 minutes. Alors pourquoi la dévolution? Ça j'ai pris une photo il y a 4 jours d'un tableau d'un collègue. Hein. Je lui ai dit quand même. Hein. Grégory il présente aux élèves toutes les modifications que les élèves peuvent faire à l'issue de cette épreuve. Il a pris Clarence, Pierre, Philomène et Maria. On n'a aucun Philomène dans la classe. Hein. Et voilà pour montrer. Et il montre qu'en fonction des évaluations, des repères, eh bien les élèves peuvent baisser leur projet, travailler l'allure. D'autres vont baisser leur projet, d'autres vont, ce qu'ils appellent compliquer le projet, c'est le rendre plus difficile. Voilà. Ils donnent les éléments aux élèves pour pouvoir eux-mêmes transformer leur séance suivante. L'évolution des savoirs, hein. C'est pas débrouille-toi, il y a différentes possibilités et ouvertures. Voilà. Ils jouent sur les zones d'arrivée. Il y a un arrêt à un moment donné, baisser le projet. Une EPF qui s'éprouve et s'expérimente tout au long du cycle, avec laquelle on choisit sa charge d'entraînement. On va voir ici. Alors là, vous allez regarder quelque chose d'intéressant. À 13,5, vous allez avoir 2 élèves. Regardez ici, là, garçon et fille. Vous allez regarder la plus blonde derrière, 13,5. Ils sont sur du 90%, je pense. Alors, ils sont dans le champ de la caméra, ils courent ensemble. Là, ils repassent derrière le plot. On les voit les demi-kilomètres à l'heure. Hein. Là, c'est les plots bleus. Alors, ça, ils vont sortir, ils vont tous se retrouver. Et puis vous allez regarder à la fin, l'arrière. On doit le voir ici. Regardez. On doit voir apparaître les 2 élèves qui doivent récupérer les 2 autres. Ah, il y en a un. Un a perdu la petite. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a explosé en vol. Vous allez la voir arriver. Regardez. Vous la voyez là? Alors elle ne lâche pas, hein, elle veut reprendre. Sauf que dans l'épreuve, elle est hors épreuve maintenant, ça y est. Ah oui, c'est dur. Hein. Mais c'est pas l'évaluation. C'est pas l'évaluation. C'est une séance parmi les 4 qui rencontreront. Alors elle a continué, on l'a fait s'arrêter 2 minutes et elle est repartie. Mais ça veut dire que son projet il est vraiment très ambitieux. Alors tout dépend si c'est sa dernière minute. On va voir dessus. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choix qui se font derrière. Hein. Et puis là, il y a un ressenti et la personne qui m'a donné un élève. Alors, qui prend en compte tous les élèves de la classe et qui laisse personne en chemin, si la personne, elle est raisonnée, si elle est raisonnée dans son choix, je vais comprendre pourquoi. Vous avez 30 secondes. Peut-être qu'avec la souris, je vais pouvoir me capturer. Madame, c'est là, c'est plus tenable. Ah, je comprends qu'il m'a fait ça plus tôt. Regardez le final. Voilà, une épreuve où il y a la notion d'effort d'ailleurs, ça c'est sûr. Parce que le but du jeu, c'est de filmer. Alors les élèves, ils n'auront pas... Vous voyez, on adapte toujours. On s'est rendu compte, on s'est dit, si vous êtes en avance pour le dernier, on ne vous comptera pas votre avance. Quoi. Parce que là, ils lâchent tout ce qu'ils ont, ils finissent. Et si c'est bien fait, effectivement, ils devaient être à la limite. Voilà. Mais le jour où un élève qui ne va pas bien et qui tourne et tout, c'est qu'il est allé au-delà de sa limite. C'est pour ça que c'est important de progresser.
Alors nous, on pense que c'est équitable selon genre et défi culturel, hein, qu'on organise autour d'un score, mais il reste en CP1, les élèves qui courent plus vite, et ben, sur le champ vitesse moyenne, ils auront des éléments en plus. Et on a construit, on a écrit, puisque c'est une activité d'établissement, tel que les programmes 2010 et 2009 LP nous permettent de construire. On a construit notre compétence attendue, on a la fiche ressources, hein, on a l'épreuve, on a bien sûr le barème. Et voilà comment on l'a organisé, on l'a appelé comme ça. Et on dit bien que s'il n'y a pas de projet de course, sur quelqu'un qui arriverait après, moi je fais de l'athlétisme, je viens dans cette épreuve. Alors pour ceux qui ont eu l'occasion de s'approcher de l'épreuve d'agrég de course, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, de plus en plus rapide, ben vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont un peu communes quand même, de l'allure la plus lente à la plus rapide. Hein. Il y a des choses qui sont pas inintéressantes, moi je trouve, hein, dans ce cadre-là. C'est que, dans la réflexion en tout cas. Voilà. Bref, vous êtes recrutés comme nos élèves du CECO de Louvois, quoi, hein, sur l'athlétisme, sur l'épreuve d'athlétisme. C'est la même épreuve. Hein. Ils vont de plus en plus vite et ils doivent courir à un temps de plus en plus restreint, avec les haies au milieu. Il y a les haies au milieu. On est toujours dans ce principe, sans projet, sans expérimentation. Alors, j'enchaîne, je vous demande encore un petit peu d'attention, encore un quart d'heure. La question du savoir s'entraîner en CP5 et les autres CP. Alors, je l'ai posé, c'est mais qu'est-ce qui se passe là? Quel est le statut? Le statut, il est différent. Donc là, je vais aller explorer le savoir s'entraîner en CP5. Je vais rester moins longtemps parce que c'est plus connu. Puis vous avez toutes les ressources dans l'académie pour pouvoir le présenter, il n'y a pas de souci. Ce qui va faire la différence, et moi j'aimerais votre attention, entre la CP5 et les 4 CP, c'est le motif d'agir personnel qu'on va libérer, entre guillemets, chez l'élève en CP5 et qui va engager le projet de transformation. Si l'élève, à un moment donné, et moi je lui conçois, il a la possibilité de pouvoir vouloir, et comme on dit, ben, c'est une activité de non-stress qui va permettre de pouvoir travailler sur, pas forcément une zone très intense, mais plutôt longue, qui va me permettre de viser un certain type d'objectifs, eh bien, si c'est ça qui me pilote, eh bien, je suis prêt à faire beaucoup d'efforts si c'est ça qui m'importe sur le mobile agile. C'est ça qui m'importe. Donc, on va retrouver cette idée que quand vous êtes comme je vais dire, sport co, si vous n'avez aucun intérêt, si pour vous la gestion d'un rapport de force, faire basculer la gestion d'un rapport de force à votre faveur, ne représente rien dans votre conception à vous, je mets à la place de l'élève, hein, eh bien, jamais l'élève il va avoir envie de s'entraîner. Il va subir. On va lui demander d'aller attaquer, d'aller défendre, mais ça n'aura pas de sens de s'améliorer dans un secteur de jeu, puisque de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut que l'élève, il adhère au fond culturel de l'activité, et en CP5, c'est beaucoup plus facile, parce que quelque part, on lui laisse le choix de transformation de la ressource qu'il veut. C'est pour ça qu'on va avoir cette rupture de facilité. Pourquoi ça s'est bien pris en tant que tel. Mais donc quelque part, le savoir s'entraîner tel qu'il a été conçu par les gens qui l'ont écrit dans les programmes 2001 et qu'on retrouve en 2010, il est intégré à la pratique de ce bon usage de soi. Alors que dans les autres activités, ça va être un moyen pour pouvoir améliorer sa performance qui dépend de la CP dans laquelle on est. Mais en dehors d'améliorer sa performance, moi je reste toujours persuadé que c'est un moyen d'émancipation. Et on revient sur la dialectique de l'éducation, on lui donne les éléments pour pouvoir modifier le futur. Son futur, qui changera de toute façon. Nos pratiques à nous, enfin nos pratiques à moi, c'est pas celles que je faisais quand, voilà. Même si des fois, j'imagine que, voilà, mais non, c'est pas le même. Voilà. Alors, c'est remplacer qu'est-ce que je vaux dans les autres CP par qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux. Voilà, donc on se retrouve bien. Hein. Et c'est une intervention vraiment conçue sur soi, pour soi, par soi, mais dans un champ de transformation de ressources qui m'importe moi. Et celle-ci, on ne me l'impose pas. C'est moi qui vais la choisir. J'ai une activité support, mais c'est moi qui vais la choisir. Voilà. Alors, je vous donne, ça c'est des choses que j'avais déjà passées au PNP, donc je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, mais c'est pour vous montrer que je reste persuadé que tout se joue sur la première étape, en CP5, tout se joue dans ce projet personnel. S'il m'importe, plus il va avoir de la précision, je ne le juge pas, mais plus il a de la précision, plus il va me porter à avoir des efforts difficiles. Donc il faut le travailler. Il va y avoir un article fait par Anthony Van Kerkhove et Xavier Racinet dans le prochain revue EPS, et ils ont tout ciblé sur justement cette étape-là. Et eux, ils donnent des moyens, je trouve très intéressant, comment faire entre guillemets accoucher un élève d'un projet personnel, quand il vous dit, mais moi j'en ai pas.
Voilà, les élèves nous le disent. Parce qu'on leur a jamais demandé, parce qu'on n'a pas pris le temps pour, et ainsi de suite. Et là, il y a un travail. Alors voilà, vous les avez peut-être, vous n'arrivez peut-être pas à lire au fond, hein. Pour améliorer leur performance sportive, parce que je ne fais pas de sport en dehors du lycée, je me fatigue trop vite. C'est un élève qui, à mon avis, sur l'objectif que j'ai proposé, c'est de la puissance aérobie. Donc il croit le prof, quand le prof lui dit, en travaillant dans cette zone-là, tu vas améliorer ta santé, conditions physiques, cette personne-là, c'est sûr que sa VMA augmente, ça c'est sûr. Rien ne serait-ce déjà que sur le fait d'avoir fait des courses techniquement, déjà rien que ça, déjà, elle y gagne, ça c'est sûr. Parce qu'il y a l'économie qui se met en place, et de toute façon, il y a des VMA qui sont très très basses dans ce cadre-là. Pour m'aérer la tête, évacuer le stress de fin de semaine, c'est bien. Je préfère ce type d'effort par rapport à 30 minutes à vitesse qui change, qui permet vraiment de penser à autre chose lorsque l'on court. Là, c'est une ressource psychosomatique qui est mise en œuvre dans le cadre de cette chose-là. C'est précis en tant que tel. Puis vous avez les langues de bois, en accord avec mon objectif, en augmentation au fil des séances, mais établie de manière à pouvoir réaliser convenablement mes exercices. Il n'y a rien qui se dit là, hein. C'est tout doit être plus précis. Ça, c'est des gens qui vont renvoyer les choses. On a aussi, pour m'aérer la tête, oublier les soucis, ressentir le soulagement et le bien-être physique et mental d'après séance. Et pour m'affiner, c'est bientôt Noël et je vais faire de la place dans mon ventre et mes cuisses. Alors on rigole, mais nous on est toujours en réaction, elle était en anticipation. Hein, voilà. Alors moi je lui ai dit mon problème dessus, je lui ai dit tu as deux mobiles là. Tu veux t'aérer la tête et tu as un profil derrière l'affinement de la silhouette qui va pas leurrer les élèves, hein, il y a des choses à dire avec. Hein. Mais quand je vois deux motifs d'agir chez les élèves, deux motifs d'agir, moi, j'essaie toujours de leur dire lequel est le premier. Parce que quand ça va devenir vraiment difficile, et là, même avec ça, ça va devenir difficile, ce qui va tenir l'élève dans son projet, c'est l'objectif prioritaire qui fait que ça. Et plus il aura de l'importance pour l'élève, plus l'élève va être prêt à engager des efforts. Donc j'ai envie que ça soit celui auquel il pense en dernier, voilà, parce qu'il est premier chez lui. Vous voyez, en dernier dans l'effort, parce qu'il est premier chez lui. Donc je pense qu'il faut vraiment être précis, il faut aller chercher la précision sur les projets. Et l'article, bon, j'ai eu l'occasion de le lire là, avant diffusion, il est vraiment, moi j'ai trouvé intéressant, il y a des outils même pour essayer de... Ils en sont, pour certains élèves, pas pour tous, hein, à essayer d'analyser la gestion quotidienne de l'élève. Dans la journée, tu fais quoi, et ainsi de suite. Des choses très personnelles, hein, j'ai eu l'occasion de le dire, il y a des choses, ils nous disent des choses très personnelles les élèves. Moi je leur dis, je ne juge pas, mais par contre je veux de la précision. Pourquoi cet objectif? C'est de la musculation. Hein. Après une dépression, j'ai développé de nombreux complexes, j'ai dit cet objectif pour me sentir mieux dans mon corps, pour mieux l'habiter. Vous voyez, on est encore en cohabitation avec son corps, c'est pour une meilleure cohabitation. Voilà. Une élève suivie psy, hein, ça c'est sûr. Et puis on a des choses comme ça. Alors on ne la rencontre pas chaque année, mais moi je l'ai rencontré à peu près une fois tous les trois. Des choses surprenantes qui demandent d'aller gratter. Voilà, elle écrit « Quand je veux entraîner et un peu muscler mon corps, à 17 ans avec elle, surtout mon cœur, pour faire face à d'éventuels problèmes de santé autour de mes 40 ans et après. » Alors là on se dit, voilà, super, là elle a tout compris, hein, elle est déjà sur 40 ans et après. Voilà. Alors j'ai mis « Tu vois loin ». Alors moi j'ai dit oh, « c'est bon, non, il y a quelque chose derrière. » Voilà. Ben oui, les parents, c'est ça. C'est-à-dire que dans la famille, les femmes ont des problèmes cardiaques. Donc ça veut dire, ça montre une chose quand même, c'est que l'élève, il est dans, comme je dis, il vient à l'école avec son sac à dos. Dans son sac à dos, il y a tout, quoi. Et on ne peut pas l'enlever de son sac à dos. Et on le voit bien dans plein de choses, hein. Le rapport à la règle, le rapport aux autres, le rapport... bon, il y a plein de choses qui se jouent en dehors de l'école, ils sont immergés dedans. Et dans la famille, c'est un sujet de discussion parce que c'est un sujet de préoccupation. Le prof, il vient nous dire qu'on augmente... Le médecin dit qu'il faut une activité physique régulière, parce qu'il y a aussi ça, hein. Moi je vais la voir après. Et je lui ai dit, voilà, et donc c'est une préoccupation de l'élève, elle le remet dedans, et moi derrière je mets, parce que pour essayer, là je juge quelque part, je dis, si tu vois loin c'est bien, hein. Tu peux même en profiter avant de ta bonne santé, quoi, voilà. Là c'est carpe diem en gros, hein. 40 ans c'est bien, mais vas-y, là actuellement fais-toi plaisir, voilà. Mais ça montre que c'est une préoccupation, c'est-à-dire que les élèves ils viennent bien. Le projet personnel en CP5, pour moi, il a vraiment de l'intérêt, et je crois, et moi je ne me satisfais jamais des films de bateau. Pourquoi tu fais de la puissance pour muscler, quoi. Pourquoi tu veux faire la tonification pour me tonifier? Il n'y a rien derrière. Voilà. Alors, mobile ou objectif? La question m'a été posée dans la commande faite par Cathy, par le petit groupe qui avait travaillé. Le problème qui s'est passé, c'est que dans notre idée au départ, il y avait des objectifs. Les objectifs correspondaient, donc 3, pourquoi 3? Parce que vous savez, hein, 1, 2, 3, l'ENA c'est par 1, 2, 3, donc 1, 2, 3. En réalité, on voulait que derrière les 3 objectifs, il y a 3 types d'entraînement différents. Si on veut donner et transmettre des connaissances aux élèves, jouer sur 4 types d'entraînement différents, donc sur 4 objectifs de transformation. Si on s'entraîne, c'est pour transformer une ressource, ou plusieurs. Donc derrière les 4 objectifs, il y avait 4 transformations de ressources différentes. 4. On pouvait affiner, mais il y en avait 4.
ou 3. Nous, on a dit 3 déjà, on va essayer de se débrouiller avec 3. Donc il y avait des objectifs, et après, dans notre idée, chaque élève avait un motif mobile qui me met en mouvement, qui était complètement personnel, qui dépendait que de lui, et qui faisait qu'en fonction de ce motif d'agir, il allait s'accrocher sur cet objectif ou sur celui-là. On pouvait donc avoir des élèves qui disent, pour m'aérer la tête, moi, ce que j'adore, c'est quand je fais justement ce que nous avait proposé, le court, parce qu'on se défonce, on s'arrête, on se défonce, on arrête. Il va aller chercher un effort, c'est les techniques d'entraînement qui l'intéressent, des efforts en puissance aérobie, où il va avoir pas mal de cours, pour un objectif de s'aérer la tête. Et vous allez avoir un autre élève qui va être plutôt sur l'endurance fondamentale, parce que pour lui, au contraire, c'est et je veux me mettre dans du temps, dans la temporalité, du travail, avec des changements d'allure, on m'en demande, mais qui resteront toujours. Pour deux mobiles d'agir complètement différents, je peux me mettre un troisième, un élève qui est en club et qui veut développer sa puissance aérobie, il va aller sur, pour, on va dire, 2 ou 3 mobiles différents, on va être peut-être, ces élèves vont se retrouver sur le même objectif de transformation. Et puis il y a eu les fiches 2009. En LP, on est resté sur les objectifs. Et en lycée, moi j'ai quitté la Commission nationale d'évaluation de 2003-2009. C'est normal, hein, il y a des rotations qui se mettent, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent. Eh bien, les mobiles sont revenus, et dans les intitulés, il y avait les mobiles. Alors nos objectifs n'étaient pas toujours forcément IAP. Alors, sans vouloir dévoiler, hein, parce que d'abord, c'est qu'il y a une Commission nationale d'évaluation, Isabelle nous en a parlé tout à l'heure, qui travaille pour rafraîchir, je prends le terme, hein, c'est pas un changement complet, mais pour rafraîchir certains référentiels bac, LP et certains, pas tous, LP et lycée, pour la rentrée, pour le bac 2017, donc pour la rentrée 2016. Tout va dans le temps, vous savez comment ça se passe. Et il y a une réflexion qui s'est faite sur la CP5, et actuellement, on irait, oui, je mets des guillemets, plutôt dans la direction pour uniformiser. D'un coup, on commence par les objectifs, et puis après, ça devient des objectifs des uns, c'est les mobiles des autres, les mobiles des uns, objectifs. On remet à plat les choses, on se met là, et ça donnerait, sous réserve, donc je ne vous donne pas le texte, on est bien d'accord, personne là d'ailleurs, hein, mais voilà, simplement quelques éléments. Quelque part, le candidat, il choisira un objectif parmi 3, les mots sont importants, même s'ils changeront peut-être dans la forme, mais un mot. Il justifie son choix par un motif d'agir personnel. Il est clairement dit là, un motif d'agir personnel. Correspondant le mieux aux effets qu'il souhaite obtenir sur son organisme. C'est lui qui se pilote. Je vous rappelle la CP5, réaliser et orienter. Il se pilote. Ça va très bien ça. Et là, il y a 3 objectifs de transformation. C'est des transformations énergétiques sur la course en durée. On aurait même pu mettre une biomécanique, mais bon, c'est ce qu'est le choix quand c'est. Et les élèves, en fonction d'un motif d'agir qui est totalement impersonnel, et là l'enseignant, il a un rôle pour leur faire tous les possibles, parce qu'il faut les donner les possibles. Et comme je disais, on a discuté avec Cathy, moi j'ai vu une jeune collègue, c'était le PLC2, donc ça date avant les masters, qui présentait les objectifs donc de musculation, avec la tonification et la puissance. Vous savez comment c'est, les élèves, ils s'assiedent par terre, et puis on retrouve même en terminale, les filles et les garçons, et puis une zone, no man's et no women's land, là, où ça se mélange un petit peu, voilà, 3-4, mais il y a quand même garçons, filles, bon, comme ça. Et elle se tourne vers les élèves filles, et elle dit, voilà, donc elle présente la tonification, et simplement ça. Et on a un autre objectif, celui de la puissance, et les épaules, elles font ça, simplement. Et elles s'adressaient aux garçons, en fait. Donc il y a ça, cette idée, c'est que, et là, il y a déjà des choses qui se jouent, hein, je veux dire. Dessus, c'est « Ah, mais c'est pas pour moi, alors. » Voilà. Alors que, mais si, ça peut être pour toi. Bien sûr, ça peut être... Et toi, le garçon, ça peut être tonification à verdissement. Si tu veux aller affirmer la cinéma, ça peut aussi être pour toi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est à l'enseignant de le faire. Mais dans cette idée-là, les motifs d'agir, c'est aux élèves de les identifier avec l'aide de l'enseignant, on n'est pas là, mais ils vont aller se mettre sur... Et ça sera beaucoup plus simple. Parce que derrière ces objectifs de transformation, il y a des techniques d'entraînement, des connaissances d'entraînement. On n'est plus... Et là, ça va libérer un certain nombre de choses. Et sur la musculation, bon, ben, ça sera la même chose, hein, gain de puissance, gain d'endurance de force, gain de volume musculaire, ou de tonification. Voilà, je suis passé rapidement. Vous voyez, ça va, moi je considère que là, ça va vraiment dans le bon sens. Il y a un vrai travail qui a été fait pour essayer de finaliser et puis de revenir un petit peu à l'origine, piloté par le motif d'agir. Alors rapidement, réguler ces séances d'entraînement, ben là c'est Samira qui fait ça, donc c'est des pics, c'est des minutes à 110% de sa VMA. Elle est sur un objectif important, elle a une VMA de je sais plus, 13 km à l'heure, donc la limite. Vous regardez, c'était un entraînement sur 30 minutes en course en durée qui a été très... Vous imaginez, elle aligne quand même 4 fois une minute à 100 VMA. Et ce qui se passe, c'est que dans son entraînement, elle s'arrête ici. C'est un peu la petite blonde qu'on a vu tout à l'heure. Elle s'arrête, boum, voilà, ça va pas. Ils sont trop difficiles, 3 pics trop intenses.
Alors, les échanges avec les enseignants, hein, c'est pas non plus vas-y, allez-y, je vous laisse faire. Et après, elle décide de faire 3 pics, elle garde 3 pics, avec 2 pics peu espacés, mais vous avez vu qu'elle ne va pas envoyer 4 fois. Elle est sur 100%, là c'est 110%, donc elle a un premier pic sur 100, 110, 110, elle redescend dessus, et puis après elle remonte progressivement, et elle n'a pas 4 pics, elle n'a pas 4 fois 100, elle a 2, une récup, et après 2. Voilà. J'ai fait 3 avances retard, alors là elle va jusqu'au bout, j'ai pas assez bien régulé ma course, j'étais trop souvent plus rapide, ce qu'il me fallait, entraînement assez fatigant, mais c'est sûr qu'à la fin elle est fatiguée. Voilà. Mais on voit bien, c'est les réaménagements, c'est ce qu'on appelle, en fonction d'un ressenti, d'éléments extérieurs, eh bien, je réaménage mon entraînement. C'est pas toujours plus, hein. C'est pas la spirale, non, non, des fois c'est, attends, mais il y a des trous là, c'est pas... Cette fameuse balise hein, qu'on déplace, ne la dépasse pas, déplace-la, c'est bien. Donc, se faire advenir en concevant et régulant son entraînement pour motiver à agir, et c'est ça. Il faut donc que le fond culturel prenne sens pour les choses. Je le redis, un élève pour qui l'activité opposition n'a aucun sens pour lui, il va savoir s'entraîner, c'est pas vrai, il ne le fera jamais. Mais il y a plein de causes, il y a nombreux à le faire, c'est savoir s'entraîner. Les élèves ont un projet d'équipe, on leur donne des éléments sur de quelle façon ils attaquent en sport collectif, et bien avec ces éléments-là, quel secteur de jeu, vous, votre équipe, elle doit travailler. Le prof va amener des SI, des situations d'apprentissage, il a peut-être ce qu'on appelle les kitbooks chez nous, hein, mais il y aura le travail, et puis on reviendra dans l'activité qu'on pourra aménager, hein, voilà, on peut, c'est forme de pratique scolaire. Et oui, c'est ça, on constate qu'il y a plus d'élèves en accord avec le fond culturel présent en CP5, tu te choisis un système de ressources, tu le transformes en fonction d'un mobile personnel. Avec les autres CP, on a des gens convaincus hein, dans toutes les CP, mais d'autres moins. Alors, rapidement sur la matrice disciplinaire, parce que je voulais quand même, c'était un des sujets de l'agrégation, je ne sais pas s'il restera les années prochaines, hein, le sujet est bien ciblé. Mais donc la matrice disciplinaire, c'est pour finir, élargir, il me reste 48, ouais, 5 minutes, parfait. L'intelligibilité, donc c'est le degré de compréhension de la discipline. La matrice disciplinaire, c'est quelque chose de complexe, et alors Deblay l'a pas mal fini, c'est creuser le moule dans lequel se développe une discipline, mais évolue. Et chaque fois qu'un nouveau programme apparaît, on se pose la question de mais qu'est-ce qui doit être au cœur de cette discipline? Qu'est-ce qui doit être au cœur de l'intérêt de cette discipline? Et donc c'est des racines, mais l'aspect se modifie avec le temps. Et ce qui est au cœur, eh bien, ce matrice disciplinaire, elle a plein d'influences. Elle est influée par plein de choses. Il y a un travail, un article très intéressant qui a été fait, alors le SNEP et Couturier ont écrit dessus la matrice disciplinaire, même si tu n'aimes pas le terme, ils parlent de conception de l'EPS, mais il y a quand même des choses, un article intéressant par Tribala, Bonnefoy et Lem, où ils ont dit la matrice disciplinaire, il y a deux choses. Il y a la phase visible, ce qui s'affiche, en gros le programme, l'objectif, ce qu'il y a dans le programme 2009. Et puis derrière, il y a des influences culturelles, psychosociaux, politiques, économiques. Axiologiques, c'est les valeurs. Les valeurs, elles changent. Hein. Le vivre ensemble, il arrive. Pourquoi le souci du vivre ensemble? On peut trouver actuellement des raisons. On peut se poser la question si ça doit être au cœur comme ça de notre discipline. C'est d'autres réflexions. Ça. Mais en tout cas, il y a des raisons dans l'ère du temps actuel pour que le vivre ensemble il soit vraiment au cœur. Et il l'était maintenant, il ne l'a pas été dans le programme 2009 comme il a été marqué en temps réel. Donc axiologique, c'est donc de valeurs. Bon, épistémique, c'est comment le PS s'est construit, à partir de quoi, avec quelle science, quelles lignes ont bougé. Hein. Pour moi, le monde de la conduction physique qui rentre dans le PS, c'est une ligne qui bouge hein, dans le monde de l'EPS. Parce que quand vous avez une place et que quelque chose rentre, ceux qui avaient la place, ils doivent se pousser. Donc le monde du sport en prend pour son grade quelque part, entre guillemets, dans le cas de PS. Et puis bien sûr, éclair éducatif. Et dans la matrice disciplinaire, nous on pensait qu'un élément de la matrice disciplinaire, on pense toujours que le savoir s'entraîner pour le bon usage de son corps, eh bien il devrait être au cœur, il devrait être inscrit dans les programmes. Alors il n'est pas dans le nouveau programme. Vous savez qu'il y a une réflexion qui se met en marche actuellement sur les lycées LP à un niveau... En gros, on va réfléchir sur une réforme des lycées LP, mais on ne bouge rien pour l'instant. Donc sous cette législature, il n'y aura rien qui va bouger. Voilà. Les syndicats ont été invités à une réunion. Où on fait un petit bilan des réformes, mais ça reste très light, ça sera pour la prochaine législature. Mais en tout cas, sur le savoir s'entraîner, dans le nouveau programme, en tant que tel, bon, il n'y est pas organisé en tant que tel. Mais bon, on va peut-être trouver dessus. Voilà. Dimension culturelle, ben c'est Vigarello, donc vous voyez, une dimension culturelle qui existe, 2006, hein, le corps joue un rôle, celui du partenaire, le développement du corps et tout, devient une histoire intime, donc quelque part, savoir s'entraîner pour soi.
une exploration de son identité. Bessie qui dit, bah oui, le sport sur du sport, quoi, hein, il y a autre chose que le sport en lui-même, en plein possible, et il est partout. Et puis, la dimension épistémique, tribunal mondial, les trois mondes. AP d'abord, activité physique, après le sport, APSA, les années 50, APS, après 50-60, après APSA, le A rentre, et puis APSAD, 2000, ça rentre, on voit bien que l'évolution tourne dedans. Il faut savoir s'entraîner pour être dedans. Alors pourquoi je viens là-dessus, et je vais terminer comme ça, c'est que on a fait un premier travail dans le cadre du CEDREF, on a réfléchi sur s'il y a un nouveau programme, comment on pourrait l'imaginer. Alors là, on s'est fait plaisir. On s'est dit, alors là, c'est un travail intermédiaire que je présente, parce que c'est celui que j'en sens mieux, mais il y a un travail du CEDREF national avec 10 qui a été mis en place dans un artiste. Mais là, c'est pour vous montrer. Avec donc Pierre Pézelier à Alain Coston sur Lyon, on a fait un premier travail, on travaille à plusieurs ACAD et après on met ensemble. Là, c'est un travail intermédiaire, donc qui bien sûr ne se fera pas. On s'était dit, allez, on envoie valser toutes les CP, on envoie valser les CMS, on les trouvera de toute façon, on sait très bien qu'on les trouvera. Par contre, on va regarder trois choses. On va se dire qu'un élève physiquement éduqué, à la fin de sa scolarité, il doit être passé par 5 expériences à vivre. Les expériences à vivre, ce sont des thèmes d'études dans lesquels il doit avoir des acquisitions. Il y aurait le savoir s'entraîner physiquement, alors c'est pas le programme bien sûr. Il faut qu'il puisse à un moment donné, dans l'élaboration et la régulation de stratégies et tactiques de jeu, parce que c'est ça qui rend intelligent dans les activités d'opposition, c'est qu'on fait de la tactique et de la stratégie. Il devrait être capable de concevoir et de conduire un projet de création, il faut qu'il l'ait vécu à un moment donné, qui doit partager une comotricité, alors ça peut être en gym comme le duo de Coston, mais ça peut être bien sûr une comotricité en activité collective, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une partage, comotricité, pas simplement je le fais. Et puis il faut qu'il puisse être capable de viser une conduite engagée, comme la course en durée, et sécuritaire au sein de milieux variés. Et ensuite, l'idée qu'on s'était dit, c'était les élèves, ils devraient pouvoir, au cours de leur scolarité, vivre des projets d'action, donc c'est le projet immédiat, mais élaborer au moins des projets techniques, voire un projet d'entraînement, peut-être pas dans toutes les expériences à vivre, mais qu'au moins il y en ait une ou deux où ils vivent un véritable projet d'entraînement. Et ce qu'on demanderait, c'est que quand on prend une APSA, il n'y a plus les classifications, mais si on en garde une, celle des trois mondes. C'est-à-dire que les élèves, ils doivent vivre on ne lâche pas les fonds culturels des APSA. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme j'ai montré tout à l'heure. Le fonds culturel des APSAD, pas APSA, parce que pour moi, les activités de développement et d'entretien physique font partie maintenant du bagage, quelque part. Ces APSAD, on les fait pratiquer. On fait pratiquer ces APSAD pour que les élèves vivent ces expériences et acquièrent les compétences. Je reste persuadé, moi, que je n'enseigne pas la musculation. Je la fais pratiquer, d'accord, pour que les élèves, avec des formes de pratique qui sont propres aux nôtres au niveau scolaire, puissent vivre une tranche de vie de pratiquant où il va bien sûr être compétent, se rendre compétent. Et dans cette tranche de vie, il y aura du sens, des émotions, une adaptation physique, c'est ce qu'on fait nous, et ça va être ancré sur le fond culturel. On ne brade pas le patrimoine culturel, mais on va faire en sorte que l'activité, on va retourner au fond culturel. Et ça nous libère des formes sociales qui sont un peu plus enquistées. Je reste persuadé, personnellement, avec l'équipe, en tout cas l'équipe, que notre 3 x 500, eh ben oui, ce n'est pas une course de 800 mètres ou de 1500 mètres, mais les élèves, ils font de la CP1, ils font du fond culturel, et ils sont sur cette éthique aussi des valeurs de l'école. Voilà, donc ça c'est utopique ce que je vous présente là, mais il y a cette idée derrière que pour moi le savoir s'entraîner physiquement, il devrait, à mon avis, si la matrice évolue, apparaître à un moment. Parce que les autres, on les a, les autres parties, regardez, on les a dans les... Mais celle-ci, alors, elle y est en CP5, je pense qu'on peut la travailler sur la CP4. Dernière petite chose, j'ai des collègues en collège, dans le cadre du CEDREF, qui essayent de voir le savoir s'entraîner en collège. En disant, alors, il y a déjà un article qui a été fait par des collègues dans ce cadre-là. Il y a un article dans le dernier cahier du CED, donc c'est parmi Alex Bayer qui a travaillé. Il y a Marie-Pierre Delègue aussi qui chez nous travaille dessus. Voilà, c'était... bravo pour votre patience, parce que voilà, moi j'ai... Voilà, merci à vous.